Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie de tous les jours, en passant par l'apprentissage japonais, partons ensemble toutes les 2 semaines pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et moi ça va, je profite enfin depuis que la chaleur s'est arrêtée. Enfin arrêtée, c'est vite dit, il fait encore 29 degrés. Et là aujourd'hui par exemple j'avais prévu de me faire une grosse balade, mais typhon qui approche plus 29 degrés, ouais, il fait moite. Voilà, il fait moite et je pense que si j'avais fait ma grosse balade, je voulais tester une nouvelle caméra, je pense que j'aurais fini en sueur, donc je profite, on va dire que je peux ressortir un petit peu, mais quand je rentre, pour l'instant, je suis toujours un petit peu en transpi, mais on est très très loin des chaleurs de l'été, donc bon, à 9 degrés, ça reste quand même confortable, mais j'ai bon espoir. À partir de la semaine prochaine, a priori, on devrait descendre sous les 25 en général. Ça arrive là parfois qu'il fasse 26 degrés, etc. Mais là, de ce que j'ai compris, peut-être la semaine prochaine, on pourrait être vers les 23, 20 degrés. Mon Dieu, enfin, joie bonheur, je vais pouvoir me rebalader en espérant qu'il ne pleuve pas trop, parce que là, on se tape pas mal de pluie ce mois de septembre-octobre. On n'a pas été épargné par la pluie. On a des jours où il fait beau temps, mais pas tant que ça. Mais bref, voilà, cette semaine, on va pas parler météo non plus, non, on va parler freelance et de mon travail en tant que freelance au Japon. Mais avant toute chose, vous le savez, vous avez l'habitude, c'est le Synchro-Saint 3615 ma vie. Et au passage, c'est vrai que je me demande, parce que je sais que certains d'entre vous qui écoutent ce podcast sont très jeunes, si vous savez ce que ça veut dire finalement 3615, si vous avez déjà entendu parler du Minitel. Je serais curieux de le savoir, si pour certains ils en ont aucune idée voilà, de quoi je parle, en disant pourquoi ils utilisent 4 chiffres à chaque fois, 3615 ta vie, pourquoi pas 24 ta vie, 7 jours sur 7 ta vie. Bref, peut-être que ça ne vous parle pas du tout pour certains, et bon, vous dites il est un petit peu fou, mais on l'aime bien. Voilà, parce que quand je parle de 3615 ma vie, pour ceux qui ne le sauraient pas, cette expression était très hype dans les années 80, début années 90, c'était le fameux Minitel, l'ancêtre français de l'internet. Donc voilà, alors désolé, je vais faire un peu de bruit, j'avais pas fait gaffe, mais j'ai fait une mise à jour de mon Mac, et il m'a remis le fameux, vous l'avez déjà entendu dans certains épisodes, attendez, je vais bouger mon setting, tout est en direct, c'est moche, j'aurais pu couper, mais on est fou, comme ça j'aurai accès au trackpad, car il s'est remis en mode pas avion mais en mode dodo, donc du coup je sais pas s'il enregistre quand il est en mode dodo, donc dans le doute j'ai pas envie de parler pendant 1 heure pour rien, donc je pourrais juste m'arrêter et tout reconfigurer, mais j'avoue j'ai la flemme, et on va aller dans le fameux 3615. Mais bref, voilà, on revient en 3615 des familles, et on va commencer par mon anniversaire. Et oui, non en fait c'est pas mon anniversaire, même si il est proche mon anniversaire. Là on parle de mon anniversaire de mariage. C'est facile pour moi de m'en rappeler, parce que il est pile poil un mois avant, voilà, donc le 24 septembre c'est l'anniversaire de mariage, le 24 octobre c'est mon anniversaire de tout court, voilà, de naissance. Donc pour moi c'est easy peasy pour se rappeler des dates, j'avoue. Disons que je vais être mal placé si un jour j'oublie l'anniversaire de mariage, je pense qu'on pourra vraiment m'engueuler, voilà, mais il y a peu de chance a priori. Donc je sais plus si je vous l'avais dit aussi, mais au Japon, il y a des bons et des mauvais jours pour se marier. Il y a en gros un calendrier avec des dates où c'est de bon augure de se marier telle ou telle date, ou alors si vous mariez une autre date, il y a une date qui peut vous mener directement au divorce. En tout cas si vous êtes superstitieux, parce que a priori je pense quand même qu'il y a peu de chances que le fait de se marier à une date précise vous amène au divorce. Mais bon, sait-on jamais. Donc nous on s'était, ça tenait à cœur à Natsu, donc on a pris une date qui allait bien, puis justement le 24 septembre c'était cool parce que c'était une très bonne date, voilà, une des meilleures dates a priori d'après le mec de la mairie, et ça tombait juste un mois avant mon mariage, donc avant mon anniversaire, donc du coup très facile pour moi pour me retenir. Mais bref, ça faisait 1 an, donc j'ai pris un soir de congé, vu que je travaille le soir, et elle aussi elle avait pu se prendre une petite journée. Donc on a pu se faire un resto, un tout petit resto, rien de bien foufou. On est juste allé dans notre restaurant préféré, à la Bonne Franquette. Voilà, tout simplement. Enfin, vu qu'il faisait un peu moins chaud aussi, on a aussi pu profiter d'une terrasse. Voilà, j'ai dit profiter de la terrasse parce que effectivement là, c'était une des premières soirées, je pense, vers le. Il me semble même que je m'étais dit tiens, pour l'anniversaire de mariage, ça va être facile de m'en rappeler l'année prochaine. C'est là où il a commencé à faire moins chaud, le 24 septembre. Un peu moins chaud. Mais du coup, on a pu aller en terrasse sur la Kamogawa pour se faire une petite glace. Voilà, donc Kamogawa, c'est la grande rivière de Kyoto, pour ceux qui n'ont pas la ref. Et on allait se faire une glace, manger une petite glace en terrasse dans le
glacier, voilà, on appelle ça un glacier. Le glacier Babi, que je vous recommande. C'est pas le meilleur glacier du monde, mais c'est un très bon glacier. Un petit peu cher, certes, mais ils ont des très bonnes glaces. Voilà, franchement, les glaces sont pas mauvaises, puis la terrasse est agréable. Donc on s'est fait un petit peu, il ferme assez tard, je crois, il ferme à 10h le soir, donc pareil, on peut se faire une petite glace nocturne sur la terrasse. Donc après avoir bien mangé dans notre resto préféré, hop, petite glace sur la Kamogawa, et j'avoue, ça m'a fait un petit peu plaisir, parce que je vois toujours ces terrasses qui se construisent à chaque fois, et j'en profite jamais. Parce que je vois pas l'intérêt de se mettre en terrasse et d'être en full transpi alors qu'à l'intérieur il y a la clim. Donc j'avoue que là, avoir pu profiter de la terrasse sur la Kamogawa, j'étais content. C'est vrai que c'est agréable, hein, le lieu est agréable et tout. C'est con que ce soit pas toute l'année parce que moi, faire la terrasse l'hiver, il y aurait personne, mais moi je serais comme un fou à je serais tout seul sur la terrasse et moi je kifferais, contrairement à l'inverse où eux ils kiffent l'été. Et moi, malheureusement, avec la chaleur, je kiffe pas du tout. Même si en mangeant une glace, je vais pas kiffer la terrasse. Bref, donc c'était cool. Petite glace, puis après petite balade aussi, hein, nocturne. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, hein, les balades nocturnes dans Kyoto. Puis c'est vrai que ça me manque un peu, hein, vu que je travaille de nuit, j'ai pas beaucoup d'opportunités pour faire des balades nocturnes finalement. Mais je pourrais quand même de temps en temps le week-end aller me balader la nuit pendant que ma tendre et douce dort, parce qu'elle travaille le dimanche par exemple. Donc le samedi soir, il faut qu'elle aille se coucher assez tôt. Elle se lève tôt le matin, elle, contrairement à moi, c'est un peu l'inverse. Donc du coup, c'est vrai que le samedi soir ou le dimanche soir, je pourrais aller me faire une petite balade, vu que le lendemain matin, le soir, je travaille pas le samedi et le dimanche. Par contre, le vendredi, par exemple, pour moi, ce n'est pas possible. Donc là, c'est vrai que ça faisait plaisir, la petite balade nocturne. J'ai vraiment apprécié. J'avais pas mon appareil photo, j'ai regretté. Je me suis dit, il faudrait quand même que j'aille me faire des petites sorties photos nocturnes. Pas trop tard, hein, parce qu'après, c'est vrai que Kyoto, c'est pas très illuminé le soir. Et les photos de nuit avec personne, je pense qu'il y a peut-être 2-3 coins qui peuvent être sympas, mais dans l'ensemble, c'est plus, par contre, pour la balade, où vous vous sentez un peu tout seul. Et puis voilà, vous pouvez vous aérer la tête, ça c'est bien. Mais pour faire une balade photo, je pense que oui. Surtout l'hiver où le soir arrive assez tôt finalement, je pense que entre 18h et 21h, 22h, il peut y avoir une balade un peu chouette à faire, peut-être même 20h, 22h où commence à y avoir un peu moins de gens dans les rues, là vers 21h ça commence à se vider un peu là, Kyoto. Donc peut-être que cet hiver, je me ferai une ou deux sorties. À chaque fois je me dis ça et finalement je le fais pas. Mais là j'avoue ça m'a donné envie et c'était une petite balade sympa. On n'a rien fait de truc exceptionnel hein, pour nous un an, mais bon c'était chouette quand même. C'était une petite balade digestive, voilà. On a remonté le long de la Kamogawa, on a pris les petites ruelles dans le centre de Kyoto, histoire de rentrer chez nous, mais en faisant un gros détour. Bref, c'était bien sympa. Hein. Et pour ceux qui ne suivent pas, hein, on fêtait donc nos 1 an de mariage, hein. C'était bien pour ça qu'on avait fait cette petite balade. Et du coup aussi, j'étais surpris que fin septembre, les terrasses soient encore ouvertes. Je vous parlais des terrasses sur la Kamogawa, parce que sur Kyoto, je vous en ai parlé un petit peu au départ, mais on monte les terrasses le long de la Kamogawa sur des pilotis, il me semble en mai, si je dis pas de bêtises, ou peut-être en juin, j'avoue, je sais plus exactement. Et on les enlève du coup mi-octobre. Voilà. Moi il me semblait que c'était plus en septembre que les terrasses étaient enlevées, elles sont déconstruites en fait, et tout le reste de l'année il n'y a pas de terrasse. Voilà. Toutes les boutiques qui donnent sur la Kamogawa n'ont pas leur terrasse. Alors la terrasse en fait elle enjambe un tout petit filet d'eau jusqu'au chemin un peu piétonné qui peut marcher autour de la Kamogawa, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'espace pour mettre des terrasses hein. Et dans tout le centre des terrasses sont construites. Tous les restos, les bars, etc., même des hôtels peuvent construire des terrasses, et par contre ils sont obligés de les enlever dès que mi-octobre. Et j'avoue j'étais surpris, là je crois que c'est la dernière semaine, là, le 15 il me semble, ou le 12 c'était démonté, donc pour en profiter je pense que c'était le week-end dernier. Bon, malheureusement je voulais le refaire avec Natsu, mais un peu tard, voilà. On n'aura pas pu en profiter une deuxième fois, mais bon, on a quand même pu profiter une fois, c'est pas si mal. Et fin de l'été aussi, donc comme je vous l'ai dit, je commence à ressortir timidement de chez moi, hein. Il y a pléthore de nouveaux cafés que je dois tester, mais il y en a un qui a ouvert en mars, pas très loin de chez moi, une chaîne, un gros streamer coffee qui est bien, mais sans plus, comme on dit. Ils ont ouvert sur Kyoto, mais bon, j'en avais déjà testé pas mal hein, avant. Il y en a à Tokyo, Osaka, Nagoya, et j'avais testé plusieurs à Tokyo. J'en ai testé un à Osaka, Nagoya, il y a très longtemps. Et du coup, je suis allé voir pour voir si ce café était bien, parce qu'il est vraiment à côté de chez moi. Alors, je trouve le café est cool. Puis c'est à côté de chez moi, donc du coup c'est super pratique, mais surtout il est très grand et très laptop friendly. Du coup pour moi c'est cool pour bosser sur des trucs perso sur mon laptop. Bon, il y a beaucoup de touristes par contre, on va dire que c'est moitié de touristes, moitié japonais, mais c'est tellement grand que je suis souvent quand même tranquille sur une grosse table sans personne. Après ça dépend, parfois effectivement ça va être envahi de gaijin, vous allez avoir 15 gaijin, 15 touristes. Alors vous allez me dire arrête avec ça, on s'en fout, mais bon moi je vous dis encore, pour un local j'avoue que ça me pèse à parfois de voir que des étrangers et pas de japonais. Encore une fois, hein, c'est pas pour dire les touristes restez chez vous, c'est de la merde, mauvais comportement, c'est pas ce que je suis en train de raconter. C'est juste que moi je vis au Japon
Et j'ai choisi de vivre au Japon pour vivre avec des Japonais, et puis dans l'ambiance japonaise. Si c'est pour être avec des gens qui sont pas japonais, puis qui sont pas dans l'ambiance japonaise, dans la façon de faire, etc., du coup, c'est vrai que moi, ça m'intéresse moins. Je suis pas venu ici pour ça, quoi, comme on va dire. Et donc, du coup, j'avoue que là, ce café-là, je l'aime bien parce qu'il est bien pour travailler, mais je pense pas que je vais rester longtemps. Et puis, en toute honnêteté, je lui donne pas non plus une longue vie parce qu'il est vraiment très très grand, il est vraiment dans le centre, donc je pense que le loyer va être très très cher. Et honnêtement, il y a des moments où il est bien blindé, mais les trois quarts du temps, il n'y a pas grand monde, hein. C'est pas qu'il n'y a pas grand monde, il y a du monde, mais vu qu'il est très grand, il n'est pas du tout rempli, donc c'est agréable. Mais du coup, je pense pas qu'il va être super méga rentable. Bon, on verra, hein, bien sûr. Puis de toute façon, il y en a plein d'autres des cafés, moi j'en profite pour le moment. Mais bon, du coup, c'est vrai qu'il est quand même assez cool pour bosser. Le café, il est correct. C'est pas le meilleur café. Un streamer, c'est une chaîne à la Starbucks en quelque sorte. C'est quand même meilleur qu'un Starbucks, hein, le café là-bas. Mais voilà, c'est un peu une chaîne, hein. Ils ont quand même beaucoup de coffee shops. Je sais pas combien ils en ont, mais au Japon, ils en ont quand même pas mal. Et il y a aussi des gâteaux qui sont pas mal. Il y a un banana bread qui était pas dégueulasse. Puis un cheesecake Oreo aussi, un peu industriel, hein, mais qui fait vraiment bien le boulot. Moi, je prends plaisir à manger mon petit cheesecake Oreo. Et donc il a adossé à un hôtel, il est très central pour le coup. Mais comme je vous l'ai dit, hein, je lui donne pas bien long d'avenir, hein. Franchement, le lieu est trop long. À mon avis, c'est le genre de café qui va rester 2-3 ans avant de fermer. Puis d'en ouvrir un autre ailleurs, hein. Ils en ouvrent de partout, donc c'est pas. Enfin, partout. Il n'y en a pas plein non plus, c'est pas comme les Starbucks. Mais il y en a quand même pas mal. Le tout premier que j'avais fait, pour vous dire, c'était à Nagoya. Et c'est un très bon souvenir pour moi. C'était pendant mes deuxièmes vacances en 2017, du coup, si je dis pas de bêtises, 2017, quand j'étais venu 2 mois au Japon, donc un moment exceptionnel pour moi, hein, c'était mes deuxièmes vacances. Et j'étais resté 10 jours à Nagoya. Et j'étais allé dans ce café, j'avais testé plein de cafés, mais celui-là était un peu loin de chez moi quand même, de mon appartement. Mais bon, j'aimais bien, il était très grand, puis il avait une table de ping-pong avec des estrades. Il n'y avait pas encore trop ce côté foufou au Japon, je trouvais, en 2017. Il y en avait quand même, mais c'était pas tant que ça, des coffee shops un peu extravagants. Puis là, celui-là était vraiment extravagant, avec donc des estrades, puis une table de ping-pong, voilà, donc pourquoi pas. Et j'avoue, j'aimais bien, je trouvais ça sympa, puis j'étais un peu la curiosité du coin. Il n'y avait pas beaucoup de touristes, il n'y avait pas beaucoup de. Nagoya, voilà, c'était pas une ville très touristique, encore, ça l'est toujours pas, je pense, puis encore plus en 2017, quoi, c'était pas le cas. Et donc il y avait ces estrades, donc moi je me mettais là, puis tout le monde me regardait, puis il y avait surtout beaucoup de filles. Je pense qu'il y avait que des Megumi, on devait à chaque fois, il devait y avoir pas plus de 2 mecs à l'intérieur, quoi. Donc c'est vrai que bon, moi en plus j'étais célibataire à l'époque, donc j'étais là, ouh, c'était cool, il y avait tout le monde qui me regardait, donc ça fait plaisir, c'est débile, mais ça fait plaisir. Et puis il y avait un petit barista qui était super content de me voir, parce que je venais du coup pendant 10 jours, je suis peut-être pas venu les 10 jours, mais je suis venu au moins, ouais, peut-être quasiment au moins 10 fois, voire un peu plus, que parfois j'y allais 2 fois par jour. Et du coup, il était content, voilà, il voyait, il disait, un habitué, un gaijin, on voyait qu'il était heureux, il avait ce petit regard là, ce petit truc dans les yeux qui pétillait, puis un jour il a essayé de me parler, de commencer la conversation, mais moi en 2017, je parlais rien du tout, quoi, je savais juste commander encore, c'était limite, quoi, je savais dire ce truc là s'il vous plaît, quoi, c'était un peu ça, quoi. Et du coup, il était hyper content. Il s'est dit, tiens, je vais me faire un copain gaijin. Il a l'air sympa, il a l'air cool. Puis avec des filles, j'en ai marre. Et le problème, c'est que je lui ai dit, désolé, je parle pas japonais. Et là, j'ai senti, c'est la première, je crois que c'est la fois où j'ai vu quelqu'un le plus triste de ma vie. Pourtant, j'ai vu des gens à l'aube de la mort, etc. et tout. Mais là, cette personne-là, je pense que c'était vraiment le regard le plus triste que j'ai vu de la vie quand je lui ai dit que je parlais pas. Et là, d'un coup, il s'est renfermé. Il s'est barré, il m'a plus jamais adressé la parole. Je pense qu'il était vraiment dégoûté. Je lui ai vraiment fait de la peine ce jour-là, puis moi aussi, ça m'a fait de la peine. Mais du coup, j'ai un très bon souvenir de ce Streamer Coffee Company, même si c'est franchement pas les meilleurs cafés. Si vous venez en vacances, je vais pas vous dire, allez dans un Streamer Coffee à Tokyo, c'est le café qu'il faut faire. Non, à Tokyo, il y a des millions de cafés qui sont plus cool, mais il y en a des très sympas. Voilà, il y a parfois des designs qui sont très chouettes. Et le café est correct, voilà, c'est pas fou. Et puis si vous êtes avec des gens qui boivent pas de café, il y a quand même un large choix, il y a pas mal de trucs. Et là, j'ai vu qu'il fermait à 22h en plus. Bon, moi, aller à 22h au café, a priori, comme vous l'avez vu, ça va pas être pour moi parce que je travaille le soir, donc il y a peu de chances que j'aille me faire un café à 22h. Mais si, par exemple, je travaillais la journée et que du coup, j'avais pas le temps de me faire des cafés la journée, tu vois, aller me faire un petit café le soir à 22h ou à 9h, tu vois, aller me faire un petit café après manger, un truc comme ça. Si j'étais célibataire, par exemple, je rentre après 18h, par exemple, pour se faire un café, c'est compliqué. Après le boulot, tac, à 18h, j'irai à Streamer et ça fait plaisir. C'est vrai que c'est assez rare. Donc, du coup, voilà, j'avoue que ce petit coffee shop, ça m'a rappelé des souvenirs, ce fameux streamer café. Bon, après, je vous l'ai dit, hein, c'est pas le truc idéal, hein, mais par contre, pour bosser, voilà, ça reste pratique. Et puis, il y a du passage, il y a du monde. Et vous le savez, moi, je suis curieux et j'adore regarder les gens. Oui, il fallait chanter un petit peu dans ce podcast, sinon c'est truc. Oui, j'adore observer les gens, donc du coup,
je peux voir des Japonais, je peux voir aussi des touristes. Donc voilà, mon petit œil à garde pendant que je travaille, je regarde à droite à gauche, je regarde ce qui se passe. Je suis quelqu'un de très curieux, c'est pour ça que j'aime faire de la photo. Donc du coup, voilà, ce café-là, vu qu'il y a du peuple et que c'est dans le centre-ville, il est vraiment en plein centre, c'est une bonne adresse pour moi. Voilà. Puis je vous ai dit, moi j'ai un très bon café qui s'appelle Goodman Coffee Roaster qui est vraiment à côté de chez moi. J'avais même pris cet appart parce que j'étais à côté, mais j'y vais quasiment plus parce qu'il y a quasiment que des touristes maintenant dans ce café. Donc du coup, j'ai plus l'ambiance d'un coffee shop japonais, quoi. Là, c'est vraiment trop. Voilà. Puis le café est grand quand même, mais pas trop, voilà, taille normale. Et du coup, j'avoue, même si j'adore leur café, qu'il est un peu cher aussi, hein, il faut pas l'oublier. Chez Goodman, ils ont des très bons cakes, même si les cakes aussi ont diminué en qualité, je suppose, parce que maintenant c'est un peu plus industriel, ils ont du monde, donc faut que ça booste, quoi. Et là, c'est vrai que maintenant, ouais, je trouve que ça fait un peu trop café touriste, voilà. Ça fait un peu trop café touriste, et encore une fois, les touristes font rien de mal dans le café, hein, mais c'est juste, c'est pas le mood que je cherche, quoi. Donc, du coup, j'y vais moins, mais de temps en temps, j'y vais à Goodman, et c'est vrai que même là, je me dis, ça fait longtemps, ça serait cool qu'un jour j'aille me refaire un petit Goodman. Et vu qu'on est encore sur la thématique café, eh bien, sachez qu'un de mes rêves va se réaliser. Oui, alors non, je vais pas avoir enfin ma grande maison en plein milieu de Setagaya. Malheureusement, ce n'est pas ça. Je ne vais pas devenir non plus un chanteur international de Keigo. Surtout que le Keigo n'est pas un chant, hein, c'est ta façon de parler, mais j'avais envie de caser Keigo. Mais voilà, non, c'est juste qu'ils vont ouvrir un Fuglen à Kyoto. Vous savez, ma passion pour les Fuglen Coffee. Et ils ont annoncé ça là, la semaine dernière, je crois. Et donc, il y a un peu que les initiés qui étaient sur le truc, un peu les coffee geeks là, qui étaient sur le taquet, qui ont vu le truc. Et il y a un barista qui a même réussi. Alors, moi, j'avais repéré par rapport aux photos, parce qu'ils avaient mis une photo du local, mais ils ont mis aussi d'autres photos de Kyoto. Et il y avait une photo d'arrêt de bus. Alors, je me suis dit, s'ils ont mis une photo d'arrêt de bus, c'est qu'a priori, ça doit être à côté de cet arrêt de bus là. Mais vu qu'il y avait plein d'autres photos de Kyoto, Kiyomizu-dera, des trucs comme ça, je me suis dit, bon. Peut-être que finalement c'est pas là parce que l'arrêt de bus c'était vraiment dans un quartier un peu paumé. Alors pas totalement paumé, mais qui est quand même pas un quartier hotspot touristique. Et du coup mon cœur a battu la chamade parce que je me suis dit putain, j'avais vraiment peur que si Fuglen il s'installe à Gion, Kiyomizu-dera, le Temple d'Or, en plein centre-ville, que ça allait pas être praticable parce que Fuglen c'est une marque quand même qui est connue même pour des touristes et tout, etc. Et pour les amoureux de café, je me suis dit bon ça va devenir une usine. Par exemple celui d'Asakusa, je ne l'aime pas du tout le Fuglen. C'est vraiment j'adore Fuglen, mais le lieu Asakusa pour moi c'est une cantine. Voilà, c'est une cantine, ça n'a pas du tout l'esprit coffee shop, puis en plus c'est rempli de touristes, ce qui est normal, hein, parce que là il est vraiment juste à côté du temple. Fuglen Shibuya, avant c'était un 30% touristes, 30% de local et 30% de touristes locaux. Donc il y avait quand même une ambiance, il y avait du monde, mais c'était quand même chaleureux, il y avait encore quelque chose, puis la nuit c'était tranquille. Je vous ai dit, là, les dernières fois je suis retourné à Tokyo, le Fuglen Shibuya, je n'y vais plus, parce que c'est l'usine, parce qu'il y a plus d'intérêt, parce que c'est vraiment l'usine à touristes. C'est une usine à touristes, et donc heureusement il y a des Fuglen en banlieue dans lesquels je peux aller, où là je retrouve l'ambiance Fuglen et le café Fuglen que j'aime bien, et surtout l'ambiance, voilà, le coin confortable où j'aime bien prendre mon café. Donc là, apparemment, ils seront dans un coin pas trop touristique, donc je suis quand même joie bonheur. Après, bon, il y a quand même quelques petits trucs à faire. Ce sera dans le nord de Kyoto, alors pas le nord Kiyomizu-dera, mais il y a un autre temple qui est pas un des plus connus, mais il y a quand même du monde qui va là-bas. Il y a aussi un Sarasa, le fameux Sarasa-bain, donc il y a des gens qui vont là-bas aussi pour aller dans le café Sarasa-bain, parce que c'est très joli, c'est dans un ancien Sento, un café dans un ancien Sento, donc c'est pas le meilleur Sarasa aussi, mais voilà, moi j'appelle ça, c'est le Sarasa touriste là-bas. Et moi j'y vais jamais aussi, pareil, hein, parce que déjà je trouve que c'est moins bon, la carte est moins intéressante, et effectivement j'y suis allé une ou deux fois parce que c'était joli, mais le mood j'aime pas trop. Donc avec un peu de chance, ce Fuglen, il y aura du monde, mais peut-être pas tant que ça. Par contre l'inconvénient c'est que c'est quand même très loin de chez moi, c'est genre à pied ça doit être une bonne heure, 1h20 quoi. Donc malheureusement c'est pas le truc où je vais pouvoir aller l'après-midi tous les après en disant allez je vais à Fuglen l'après-midi, petite 20 minutes de marche, malheureusement non, ou alors après peut-être en prenant un bus ou en prenant un transport, mais j'avoue c'est pas trop ma cam, donc je pense que j'irai de temps en temps quand même, hein, parce que voilà, surtout ça va dépendre de l'ambiance qu'ils vont faire dans Fuglen. S'ils refont un Fuglen à la Negi Cohen, je serai hyper content dans cette ambiance-là, clairement je me motiverai pour y aller. Si c'est une ambiance Asakusa qui fait très cantine et tout, là effectivement moins parce que on a d'autres cafés sympas aussi à Kyoto, donc mais bon ça fait plaisir d'avoir un Fuglen, ça va permettre aussi moi parfois d'aller acheter des paquets directement là-bas, de repartir avec 3-4 paquets sans les commander. Avant je les commandais sur internet, bon, même si j'avais pas de frais de port ça me changera pas grand chose au final, c'est même je vais devoir aller jusque là-bas donc c'est plus emmerdant, mais voilà je pourrais aller acheter mes petits paquets sur place etc, puis de temps en temps aller dans un Fuglen, donc joie bonheur, j'ai enfin mon Fuglen à Kyoto. J'ai un ami qui écoute je sais pas s'il écoute le podcast, peut-être de temps en temps, qui est le propriétaire de l'Hexagone Café, qui avait eu des rumeurs comme quoi, d'après d'un autre barista japonais qui a un coffee shop à Paris,
et qui est ami avec un des propriétaires de Fuglen, enfin un des mecs qui travaille à Fuglen, et qui lui avait dit qu'ils allaient ouvrir à Kyoto, mais bon, c'était il y a 3 ans, quoi. Donc bon, on avait dit gros menteur, ça arrive pas, puis je crois qu'entre temps, ils avaient ouvert déjà, je sais plus s'ils avaient à Fukuoka ou s'ils avaient ouvert ailleurs, donc finalement, ils avaient pas ouvert à Kyoto. Et en fait, a priori, ici, c'est juste qu'ils cherchaient le bon endroit, a priori, pour ouvrir. Donc, et bon, a priori, ils voulaient pas être dans un quartier super touristique, donc ça fait plaisir, parce que ça veut dire que je me doute que si le Kyoto, si le Fuglen à Kyoto fonctionne bien, je me doute qu'un jour ils ouvriront un Fuglen Kiyomizu-dera, voilà, bien central, touriste et tout, etc. Ça, je me doute qu'il y aura ça un jour. Mais bon, là, j'espère que voilà, il sera sympa. Pour l'instant, il n'y a rien, c'est juste un. Mais quand j'ai vu la photo, je me suis dit, ça, c'est pas dans un quartier touristique. Le lieu paraissait pas. En tout cas, ça paraissait pas Kiyomizu-dera ou etc. Quoi. Ça faisait pas très vieux japonais, c'était un vieux building un peu dégueulasse qu'ils vont retaper sûrement en sympa. Mais voilà, donc moi je suis vos abonneurs, j'ai mon Fuglen à Kyoto qui va ouvrir. Après, est-ce qu'il sera bien, je ne sais pas, mais laissez-moi arriver. Il ouvre fin d'année, donc je vais sûrement faire le Fuglen à Fukuoka pendant mes vacances, et quand je reviendrai, je pense qu'il sera ouvert pendant les fêtes celui-là, et donc ce qui sera cool, parce que peut-être que je vais squatter pendant les fêtes, parce que souvent les cafés sont fermés pendant les fêtes, beaucoup de choses sont fermées, puis aussi ils ouvrent en fin d'année, je suppose qu'ils vont pas fermer pendant les fêtes, vu qu'ils viendront d'ouvrir. Mais bref. Sinon, je pensais aussi faire un petit bonus, enfin j'en ai fait même, j'ai commencé à en faire des petits bonus pour les abonnés Patreon de temps en temps, vu que j'ai ma nouvelle caméra là, une Osmo Pocket que je me suis acheté, donc là je suis en plein training pour essayer d'apprendre à m'en servir, mais justement je devais faire ça, mais il fait trop chaud là pour me balader. Mais je veux m'en servir pour ma chaîne YouTube, la Kitsune Dandy. Vous avez pu voir des vidéos si vous êtes curieux. Et puis n'hésitez pas à vous abonner aussi. J'ai que 88 abonnés sur cette chaîne, donc il n'y a pas full 84, je crois 84 abonnés. Donc il n'y a pas full. Après, ne vous abonnez pas juste pour me faire plaisir. Vous connaissez les algos, ça servira à rien parce que du coup. Si vous regardez pas les vidéos ou que vous regardez pas ce genre de vidéos habituellement, YouTube va pas comprendre. Donc ça sert à rien de venir s'abonner, c'est gentil, mais je veux dire, ça fait juste monter des chiffres. Mais par contre, si vous êtes intéressé par des vidéos lifestyle sur le Japon, ça oui, ça peut venir. Pour l'instant, c'est des vidéos très à la maison lifestyle. Par la suite, par exemple, je vais à la Team Lab à Kyoto bientôt, là, lundi prochain. Donc je pense faire une petite vidéo à Team Lab en espérant, si ça rend quelque chose, je la publierai. Puis je vais faire des petites vidéos aussi pendant mes balades, mais plus des vidéos lifestyle, moins comme les vidéos cinématiques que j'avais fait sur mon ancienne chaîne, où c'était très en mode cinématique, etc. Là, ça sera plus balade, on me verra un peu plus. Ça va être un peu plus raconté, mais ça va pas être genre une histoire racontée où je vous fais découvrir la ville. Un côté lifestyle, comme on peut en voir régulièrement, il y a des vidéos comme ça, mais voilà, ça va être un peu différent de ce que je faisais sur mon autre chaîne. Mais donc là, c'est pour les abonnés Patreon. Du coup, vu que j'ai cette petite caméra qui est pratique pour faire des vlogs aussi, je me suis dit que ça c'était quand même sympa de récompenser les gens. Il y a des gens qui payent depuis très très longtemps en plus. Je vous remercie vraiment parce que parfois j'y pense, je me dis mais mince, je vous donne pas grand chose en échange à part ce podcast. Bon, c'est quand même pas mal, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui payent depuis très très longtemps. Et du coup, je me suis dit ça pourrait être sympa de faire des petits vlogs vraiment en mode vlog là, du coup, complémentaire au podcast, en mode totalement 3615 ma vie, soit pour partager une pensée du moment, voilà, soit vous montrer quelque chose. Par exemple, je suis allé dans un café là en terrasse et du coup j'en ai profité pour faire un petit vlog de 3 minutes qui va être posté là juste après ce podcast et pour montrer le café, voilà, que c'est un endroit sympa, donner une bonne adresse finalement. Donc de temps en temps ça va être juste montrer des bonnes adresses ou partager un petit moment, voilà, ou partager une pensée, voilà, je vais vous dire tiens en fait je pense à ce truc là au Japon il y a ça. Donc voilà, ça sera des petits vlogs pour les abonnés. J'en mettrai peut-être de temps en temps gratos sur le Patreon pour ceux qui ne peuvent pas payer ou qui ne veulent pas payer aussi, ils ont le droit. Donc il y en aura peut-être 2-3 qui poperont, donc vous pouvez quand même vous abonner au Patreon et vous aurez peut-être 2-3 vlogs. Mais quand même, là, le but c'est de faire plaisir aux gens qui soutiennent le podcast finalement. Donc je vais essayer de leur remettre, puis remettre des photos aussi dès que je commencerai à me rebalader. J'ai commencé à refaire une petite sortie la dernière fois, donc j'ai mis des photos, mais je vais essayer d'en remettre un peu plus souvent, mettre des musiques aussi que j'aime bien, etc. J'ai prévu de faire ça. Bref, je vais essayer de faire vivre un peu le Patreon. Pas des posts tous les jours, bien sûr, mais genre qu'au moins une fois par semaine, en plus du podcast, il y a un petit truc qui pop pour vous remercier, puis vous partagez la vie au Japon, parce qu'a priori vous êtes curieux du Japon, donc voilà, vous partagez tout ça. Mais bref, 23 minutes de 36-15 ma vie, parce que je vois le chiffre en direct, c'est beaucoup. Donc on va commencer tout de suite par aller, parce que 36-15 c'est bien la glande, hein, mais maintenant il faut mettre de l'argent, il faut gagner de l'argent, et puis il faut mettre du beurre sur les épinards surtout, il faut bosser quoi. C'est pas 68 années de la jeunesse, c'est pas comme ça que ça se passe. Bref. C'est le vrai monde dehors, et le vrai monde, il va chez le coiffeur. Les gens auront compris de quoi je parle, mais bon, vu que j'ai plus de cheveux, je vais plutôt aller ouvrir mon freelance. Bah oui, parce qu'on va parler de freelancing aujourd'hui. Car oui, vous le savez sûrement, pour les habitués, mais pour les petits nouveaux, je suis venu au Japon en portage salarial.
Donc sans rentrer dans les détails, hein, vous avez plein d'épisodes pour ça. Mais en gros, je travaillais en tant que freelance depuis 5 ans pour une entreprise canadienne. Enfin, je travaille pour une entreprise canadienne depuis 5 ans et à plein temps. Donc je suis freelance, mais je suis comme un salarié en quelque sorte. J'ai commencé en tant que freelance en France, hein, puis donc je suis passé par une boîte japonaise pour être salarié, pour pouvoir venir au Japon. Mais techniquement, je suis quand même freelance, puis j'étais toujours freelance. J'ai fait ça 3 ans au Japon, et depuis mon visa mariage, j'ai pu repasser en full freelance, parce que là j'étais juste en visa travail, et puis du coup j'étais en portage salarial, donc j'étais salarié, même si du coup j'étais pas freelance officiellement, mais encore une fois c'est un peu comme du freelance, mais officiellement je l'étais pas. J'étais salarié, et donc là du coup j'ai pu repasser en full freelance sans passer par le portage salarial, car j'ai mon visa mariage, pardonnez-moi, j'ai le OK, ou un rototo, mais on va dire que j'ai le OK. C'est plus classe. Alors, j'ai pas ouvert mon statut de freelance au Japon juste après avoir arrêté le portage salarial, c'est-à-dire il y a quelques mois. Parce qu'à vrai dire, ça faisait déjà 2 ans que j'avais ouvert mon statut de freelance. Car vous le savez aussi sûrement, il m'arrive de voir des touristes dans un café pour leur parler du Japon. Ça, c'est pour une agence de voyage française. Je dois donc leur envoyer une facture, et pour ça, j'ai dû ouvrir un statut de freelance en parallèle de mon salariat au Japon. Alors oui, je sais, c'est un peu complexe. J'aurais pu aussi être freelance en France et facturer de la France, mais là, ça m'aurait fait la double imposition. En étant salarié au Japon, plus avoir du freelance en France, j'aurais dû gérer les 2 impôts, des impôts en France, des impôts au Japon. Ça aurait été quand même un peu la galère, je pense. Je pense que c'est possible, sûrement, et encore, je suis pas sûr. Mais je pense que c'est possible. Mais voilà, c'était trop compliqué pour moi. Il y a des gens, par exemple, qui vivent au Japon, qui sont mariés au Japon, mais qui ont leur freelance en France, par exemple, et qui n'ont pas leur freelance au Japon. Voilà, tout simplement. Parce qu'ils ont déjà le visa et puis qu'ils n'ont pas besoin, voilà. En fait, ils sont au Japon comme s'ils n'avaient pas d'activité, mais vu qu'ils sont mariés, ça passe, voilà. Ils payent pas de taxes au Japon, mais je suppose que ça passe. Après, je sais pas si ça passe vraiment, parce que vu que tu vis au Japon, je sais pas si tu payes aucune taxe, mais peut-être c'est possible. Je sais pas comment ça fonctionne, mais je suppose que l'assurance maladie, tu dois quand même la payer, etc. Bon, j'avoue, c'est pas le sujet, vu que c'est pas mon cas, et je me suis pas épanché là-dessus. Donc moi, du coup, voilà, j'avais ouvert, en plus du portage salarial, donc d'être salarié, j'avais en fait ouvert mon freelance au Japon. Donc déjà, bon point à retenir, on peut être salarié au Japon et ouvrir un freelance à côté. Le mieux tout de même, pour pas avoir de soucis, je pense, c'est d'en parler à son patron, mais je pense pas que ça soit obligatoire. Bon, moi, ils s'en contrefoutés, vu que c'était une entreprise que je payais pour m'employer en quelque sorte, donc c'était pas vraiment un patron, c'est juste une boîte qui facturait pour moi, mais je pouvais faire ce que je veux, ils en ont rien à foutre, sur le principe. Donc, du coup, c'était pas un problème. Pour ouvrir le freelance au Japon, j'étais assez étonné par contre par le processus qui était super simple. En gros, on remplit un document et on va au bureau des taxes. Tout simplement, on le donne voilà, à quelqu'un, elle tamponne le truc ou elle signe, je sais plus, et fini. Voilà. C'est tout simplement. Alors moi je m'attendais non pas à un badge de freelanceur officiel ou je ne sais quoi, mais au moins un papier, un mail, un petit mot quoi, pour me dire c'est bon t'es freelance mon champion, tu peux y aller. Voilà ton numéro, t'as un numéro de freelance, un numéro d'identification. Parce que oui, je suis pas un numéro, je suis un homme libre, mais bon, en fait j'ai déjà un My Number au Japon qui est mon numéro d'identité. Donc bon, voilà, je n'ai pas un numéro près, donc je pensais que j'allais voir un petit identifiant, quoi, un truc à mettre sur la facture pour dire identifiant XC72, machin et tout, qu'on a en France par exemple. Mais non, t'as pas ça. Alors tu peux te donner un nom à ton freelance, du genre Godzilla de l'espace, designer guerrier spécial, mais bon, voilà, moi j'ai voulu faire encore plus original en mettant mon nom, voilà, tout simplement. Parce que oui, surtout, alors c'est pas que j'aime pas l'originalité, je pense que vous me connaissez un petit peu, tapez mon nom pour ceux qui ont mon nom, cherchez mon CV, vous allez voir, mon CV il est quand même assez, voilà. C'est pas un CV traditionnel, surtout pour un chef de projet, il fait plus CV de designer, etc. Alors que je suis pas du tout designer. Mais j'aime l'originalité, j'aime l'excentricité, j'aime les couleurs vives. C'est pour ça que je ressemble à un architecte gay. Quand je me balade dans la rue, ma copine parfois me fait la remarque je pense qu'elle a pas peur que je me fasse draguer, surtout parce qu'effectivement j'ai des habits et un style qui peut faire très gay, voilà. Encore une fois, il n'y a pas de mal, mais c'est vrai qu'on fait des clichés, mais en même temps c'est vrai, voilà. Il y a des styles comme ça qui existent. La gothique Lolita est une gothique Lolita, voilà. On va pas dire non, elle est habillée avec du noir. Une gothique Lolita est une gothique Lolita. Bon là j'ai un style de designer gay, mais j'aime bien, voilà, c'est mon kiff, j'aime bien les couleurs, j'aime bien le côté un peu, pas excentrique mais pas trop, voilà. Donc du coup c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir, par exemple que ma boîte s'appelle Kitsune Dandy, par exemple, ça aurait été classe, voilà, une petite boîte de freelance, moi même si je fais rien avec, que je facture juste un client, c'est classe, tu fais ton petit logo pour le fun, etc. Mais non, j'ai pris mon nom, tout simplement, parce que je voulais pas de complications, voilà, c'était déjà, tu sais, j'étais en plus, à l'époque j'avais le changement, j'avais le double prénom, etc. Donc je m'étais dit si en plus tu mets un truc un peu what the fuck, autant il va falloir après préciser que c'est toi dans des documents, faire des liaisons de machin, etc. Donc j'ai dit je vais mettre mon nom,
plus simple, pas plus compliqué. Puis en plus, encore une fois, c'est pas une boîte à vocation commerciale, c'est pour travailler avec 2 clients que je vais avoir à long terme. Donc j'ai pas besoin d'avoir un côté un peu genre pop, hip-hop, regardez-moi, je suis hyper connu, blabla, regarde c'est stylé, tu veux travailler avec moi. Non, parce que du coup j'ai pas besoin de ça. Donc j'ai fait simple, voilà. Et donc pour revenir au document à remplir, hein, c'est vraiment un truc super basique. Hein. C'est une feuille simple A4 que tu imprimes, où on va te demander ton nom, ton adresse, ton activité, exemple digital marketing, designer, traducteur, guide, etc. Voilà. Donc on ne te demande pas, c'est à toi d'écrire en fait. Donc tu peux mettre justement guide suprême de l'espace. Bon, je pense qu'ils vont quand même te dire c'est quoi guide suprême de l'espace, ça n'existe pas. Mais voilà, c'est toi qui écris quelles sont tes activités. Et la date de début, voilà, la date de quand tu vas commencer. Alors tu peux aussi avoir plusieurs activités distinctes si tu penses faire différents trucs, hein, comme moi par exemple en activité. Moi j'ai mis guide touristique et web consultant. Alors web consultant, le mot qui veut rien dire, mais où je peux foutre toutes mes activités web du coup, même si je ne l'utilisais pas au début. Et vu que si tu as bien suivi, parce que celui qui dort au fond, je sais qu'il n'écoute pas totalement, moi à l'époque je facturais uniquement mes activités avec l'agence de voyage. Pendant 2 ans sur mon freelance, je n'ai facturé que ça, donc c'était 2-3 factures que j'envoyais à l'année, et puis des petites sommes, c'est pas des sommes ouf. J'ai dû facturer au maximum, la plus grosse année où j'ai facturé 2000 euros, je pense, l'équivalent de 2000 euros. Bon, c'était en yens, hein, mais c'était à peu près. Puis là, cette année, je crois que j'ai fait beaucoup moins, parce que je leur ai demandé d'en faire un peu moins, parce que j'en avais marre je vous en ai déjà parlé, hein, des typologies de touristes qui étaient très différentes et que du coup je voulais calmer un peu, puis avoir des gens qui s'intéressaient un peu plus au Japon que des gens qui venaient parce qu'ils ont vu que c'était pas cher, et puis qu'il y a Princesse77 sur TikTok qui a fait un truc, ouais le Japon c'est génial, voilà, donc du coup j'en avais un peu marre de ces touristes là qui savaient même pas ce qu'il y avait à voir à Kyoto là. Donc je voulais avoir des gens qui s'intéressaient un minimum, pas forcément des passionnés de ouf, mais au moins des mecs qui ils avaient envie de venir ici, quoi. C'était pas genre, on a pris le Japon, on a hésité entre l'Islande, Bali, New York et le Japon, mais le Japon c'était moins cher, alors du coup on a pris le Japon, voilà. Puis la Princesse 77 elle a dit que c'était cool, alors du coup on y vient. Donc voilà, donc là du coup j'ai facturé un petit peu moins, mais au début voilà, je facturais que ça, donc c'était vraiment un freelance, une activité de freelance light, quoi, en parallèle de mon salariat. Et donc à savoir que si tu choisis pas, puis que tu as un grand indécis, en fait on va choisir pour toi ton régime d'imposition. Mais ça on va en parler tout de suite après. Parce que oui, au niveau de l'imposition, il y a en fait 2 façons de se faire imposer en tant que freelance. Il y a... Ah non, allez, vous savez quoi ? On va pas en parler tout de suite, mais juste pour vous dire que si tu ne dis rien, si tu ne choisis rien, tu es par défaut... On te choisit en fait le niveau de comptabilité le plus simple, où il n'y a pas de déduction fiscale, et en fait du coup tu as un formulaire de taxes à remplir qui est très simplifié à la fin de l'année. Mais on reviendra un peu plus tard parce que c'est pas encore le moment de choisir les impôts, et je voulais vous parler d'un petit truc avant de parler de ça, de finir avec ce bureau d'impôts. Parce que je suis allé au centre des impôts, hein, mais tu peux aussi envoyer les documents directement en fait par la poste. Hein. Mais bon, à Kyoto, moi, le centre de ma ville, parce que vous savez, il y a plusieurs mairies, il y a plusieurs arrondissements en ville dans Kyoto. Moi, en fait, elle était pas très loin de chez moi, elle était à côté même d'un café où je vais souvent. Donc, du coup, je me suis dit que ça serait plus simple d'y aller en personne, que Natsu, en plus, était avec moi, donc au cas où j'avais besoin de répondre à plein de questions, parce que moi, ok, il y avait ce document, mais je me disais, à mon avis, ça va pas suffire, ils vont me demander des trucs, il y a peut-être avoir des trucs à remplir, il y a des trucs que je vais pas comprendre, ils vont peut-être me dire, tiens, voilà ton numéro IBAN 72 46 000 XBR Swift 72, est-ce que tu as ouvert un compte en banque dans une banque professionnelle, machin. Je me suis dit, ça va être galère, surtout que je parle pas. Donc je me suis dit, y aller avec Natsu, ce serait quand même vachement plus sympathique. Donc je l'ai traîné jusque là-bas pour 10 secondes sur place, voilà. Parce que le temps de me donner les docs, d'avoir un check de la dame, et puis d'avoir attendu, hein, juste il y avait personne. En plus, quand j'y suis allé, il y avait vraiment pas de file d'attente. Donc 2 minutes plus tard, franchement, je repartais un peu bredouille en ayant filé mes docs, en n'ayant rien en échange. J'étais là, mais c'est bon, je suis freelance, qu'est-ce qui se passe ? J'ai pas de test, y a rien, y a pas de... Ils vont m'envoyer quelque chose ? Natsu a fait non, ils t'envoient rien, je crois pas qu'ils t'envoient. Je fais, t'es sûr ? Parce que tu sais comment je sais si c'est validé ou c'est pas validé ? Si c'est validé, elle a pris tes papiers. Oui, mais bon, peut-être, je sais pas, ils vont pas vouloir, il y a un truc qui va pas. Non, moi j'ai eu 0 papier, il y a rien eu du tout. Et donc du coup, c'était un peu vraiment très surprenant. Mais reparlons justement de ce moment Matrix. Oui, car il y a un moment très, très Matrix. Car on va te demander à un moment, la dame qui est sur place au comptoir, ou plutôt le papier que tu as rempli, parce qu'elle s'en fout un peu, elle peut te le demander. Je crois qu'elle me l'avait quand même demandé, mais normalement c'est sur le papier, t'as une petite case à cocher, qui va te demander de choisir entre la pilule bleue ou la pilule blanche. Car oui, le Japon, c'est le pays du futur, vous le savez. Et donc on est dans Matrix. Bon, en fait, tu choisis juste ton régime fiscal, donc ce que je vous parlais tout à l'heure, qui est choisi par défaut si tu es un indécis que tu ne veux pas choisir. Tu dois choisir entre le formulaire bleu ou blanc.
Voilà, bah, c'est comme ça. Donc c'est vrai que c'est pas très parlant, hein. Je dis, je voudrais le bleu. Je sais pas ce que c'est, mais j'aime bien la couleur bleue. Donc voilà. Pro tip, déjà à savoir, même si t'aimes pas la couleur bleue, prends le bleu direct. Hein, voilà, tant pis, fais un effort. Je sais, ça va être difficile à vivre. Tu préfères le blanc, tu t'habilles toujours en blanc, t'as des t-shirts blancs, un pantalon en velours blanc. Le bleu, tu ne peux pas, mais bah, prends le bleu. Voilà. Parce que ça te permet de déduire tes taxes, voilà, comme tes frais d'internet, de loyer, ton bureau, etc. Même si tu l'utilises pas au début, c'est pas grave, au moins il est là et tu pourras l'utiliser quand tu en auras besoin, parce que sinon, il faut faire la demande, alors je sais plus exactement, mais tu dois la demander X mois avant, il y a quand même un petit process qui est pas non plus super compliqué, mais qui va te rajouter de l'embrouille pour pas grand chose, alors que tu le demandes dès le départ, t'es pas obligé de le remplir dès le départ, c'est-à-dire que la première année, bah, si t'as rien à remplir, tu remplis rien, mais tu l'as et tu peux le faire. Donc comme ça au moins t'es safe, t'es tranquille, il n'y a rien à redemander après ensuite. L'année d'après si tu veux le remplir, tu le remplis et t'es pépouze. Bon après, contrairement à la France où tu dois chaque mois envoyer des infos à l'URSSAF, etc. Là t'as rien à faire, c'est pour ça que je vous dis au départ, je te lâche, mais vous êtes sûr? C'est bon, je suis freelance, j'ai le droit. Parce qu'il se passe rien, il n'y a rien, de rien. Hein. Enfin jusqu'au mois de mars, voilà. En tout cas. Mais du coup, même sans numéro, bah, tu peux commencer à facturer des clients dès que tu as ouvert ton freelance, parce que bah, de toute façon, t'as pas de numéro, t'as rien. Bref, c'est la simplicidad, parce qu'il parle espagnol un petit peu là-bas. Pourquoi, je ne sais pas. Bon, bien sûr, hein, je vais pas vous faire un cours de création de freelance au total, quoi, de comment tu gères ton freelance, etc. Mais après, tu as les basiques. En gros, après, bah, tu fais ta comptabilité, hein, parce que faut que tu gardes une trace de toutes tes dépenses, recettes, mais ça, c'est pareil en France, etc. Et puis après, bah, tu as des assurances, des taxes que tu vas avoir payées parce que tu restes affilié au système national, hein, santé, pension, taxes de résidence, etc. Alors ça, tu le payes pas à part. Moi, quand j'avais la doublette de salarié de freelance, du coup, j'avais vraiment rien à gérer jusqu'en mars. Parce que je payais bah, toutes mes taxes étaient prélevées de mon salaire. Effectivement, en mars, j'avais dû déclarer mes informations de freelance en plus. Mais du coup, vu que je dépensais pas grand chose, j'avais pas facturé beaucoup, du coup, bah, j'avais rien à payer, rien d'autre à faire. J'envoyais juste finalement ma déclaration, puis ça s'arrêtait là. J'avais pas d'autres taxes à payer. Donc voilà, ça c'est parce que tout était pris finalement dans mon salaire hein, en tant que salarié. Mais là, au mois de mai, j'ai donc stoppé de travailler. Donc maintenant, je suis full freelance. Et du coup, bah, j'ai pas eu besoin de refaire une déclaration, un côté bureau des taxes de freelance pour dire hey, je rouvre un freelance, etc. Parce que bah, du coup, j'ai déjà un freelance, c'est juste que je vais facturer plus. Cependant, j'ai dû signaler pour l'assurance maladie et la pension de retraite que j'avais arrêté de travailler. Et pour ça, c'est simple, bah, tu vas à la mairie, tu vas te signaler au bureau qui s'occupe de ça, le mairie de ton arrondissement, et bah, du fait que tu as changé de situation, que tu travailles plus et que tu es freelance. Et donc, bah, du coup, j'ai dû fournir des papiers, donner des papiers qui ont été fournis par mon entreprise, justement, et un petit formulaire, voilà, où on va te demander encore des basiques, pour ce qu'ils puissent savoir bah, combien j'avais payé de taxes, etc., déjà depuis pendant 6 mois, là, pendant 5 mois, j'avais travaillé, etc. Donc, c'est quelques documents, mais il n'y a rien de très compliqué. Et puis, bah voilà, c'est fait sur place, et puis quelques mois ou semaines après, je crois que c'est quelques semaines, hein, plus que moi, j'ai reçu mes taxes à payer par la poste, mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. Donc ici, gardez bien en tête que le paiement des taxes se font fin février, début mars. C'est là qu'on va déclarer ses impôts. Enfin, c'est pas là qu'on paye ses taxes, c'est là qu'on déclare ses impôts. Contrairement à nous, où on déclarait les impôts, je crois, au mois de mai, je crois, un truc comme ça, puis c'est en septembre, il me semble, qu'on a le paiement, il me semble que c'est un truc dans le genre. Là, c'est fin mars. C'est fin février, début mars qu'il faut faire sa déclaration. Et donc, bah, si vous avez un logiciel comme moi, là, je vous en ai déjà parlé, qui s'appelle Free, avec plein de E, pour la comptabilité, pardon, bah, c'est assez simple à vrai dire, hein, surtout si vous faites votre compta sur le logiciel au fil du temps. Le logiciel va ensuite pré-remplir les informations, et vous aurez juste à rajouter des informations complémentaires si besoin. Moi, j'avais un peu peur la première fois que j'ai dû le faire, à cause du fait bah, que je payais déjà des taxes en tant que salarié, et j'avais peur que ça soit compliqué de relier les deux, que je paye 2 fois de taxes, que ça soit mal compris, etc. Puis c'est en japonais, déjà faire de la compta en français, c'est pas toujours funky. Gérer des impôts, des trucs comme ça, quand vous êtes devant vos papiers des impôts, parfois à remplir, et les trucs c'est pas super clair. Donc là, t'imagines en japonais, bon bah tu rajoutes le deuxième effet qui se coule quoi. Mais là, finalement, bah, avec le logiciel Free, ça a été vraiment cool, ça a été très didactique, j'ai fait ça assez facilement et j'étais assez surpris. Il envoie aussi les taxes automatiquement au centre des impôts. Alors, enfin, automatiquement, hein, c'est à vous de valider et de relier le logiciel à votre compte des taxes, hein, via votre fameux My Number, votre carte d'identité japonaise. Mais du coup, voilà, il envoie ça pour vous une fois que tout est relié. Bah, la deuxième année, j'avais juste cliqué sur un bouton, c'était envoyé, il m'a connecté, tac, tac, tac. Alors j'ai dû quand même me loguer avec mon téléphone, scanner mon NFC de ma carte, c'est un peu ancien, c'est un peu old school, mais bon, faut faire ça. Et après, mon truc était envoyé, puis il te valide que ton dossier est envoyé, blablabla, tout va bien.
Mais allez, un petit aparté, car c'est la question qui va, je sais, venir à un moment donné et revenir. Est-ce que je peux avoir un visa freelance au Japon? Je veux venir, je dois vivre au Japon et je suis freelance, je veux travailler. Bon, je fais la voix de gros Goliot, parce que bon, si tu cherches 2 minutes, tu sais que c'est pas possible. Mais voilà, les gens n'aiment pas chercher, puis les gens aiment rêver, ils veulent du rêve, puis ils se disent « Ah, mais il est freelance au Japon, je veux être comme lui !» Malheureusement, c'est pas aussi simple que ça, parce qu'ouvrir un freelance, travailler avec Gaijin-san Company et avoir mon petit visa Japon, bah non, tu pourras pas. Voilà. T'as cru que la vie c'était facile et malheureusement, ça ne l'est pas. Un visa juste freelance en mode t'es freelance chez toi et tu te dis tiens, je vais ouvrir un freelance au Japon et je vais demander un visa, bah ça n'existe pas. Voilà. Il y a bien un visa freelance que je connais pas bien. Donc ne me demandez pas plus de précision, allez faire vos recherches. De ce que je sais, bah, il faut déjà avoir facturé au Japon des clients japonais, donc il faut avoir été freelance au Japon. Et du coup, c'est un montant qui n'est pas gigantesque, mais qui nécessite quand même d'avoir bossé un peu sur place en tant que freelance. Et je dis bien en tant que freelance. C'est-à-dire que si tu es étudiant et que tu as fait un petit boulot, ça marche pas. C'était un salaire, tu n'as pas facturé déjà en tant que freelance. Par contre, ce qui peut marcher, je pense, mais c'est à vérifier, je mets des grosses pincettes, je ne sais pas si ça marche vraiment, c'est venir en PVT ici, que tu t'ouvres un freelance, mais encore une fois, je ne sais pas si on peut faire ouvrir un freelance en tant que PVT, je ne sais pas du tout. Et du coup, tu factures des clients japonais. Et je précise japonais. Si tu factures Michel Peinture à Montluçon, ça ne marchera pas avec ton freelance en France et dire ah regardez j'ai fait du chiffre d'affaires, ça ne fonctionnera pas. Voilà, il faut c'est toujours le même problème. Il faut bien étudier le truc. On peut venir en visa business aussi, mais là du coup, a priori, ça n'a rien à voir avec un freelance. Tu vas ouvrir un business. Alors il y a des gens qui sont freelance et qui ouvrent leur business, mais c'est pas très rentable dans le sens où ça va te coûter de l'argent et que quand tu vas devoir clôturer, si un jour tu veux clôturer ton freelance, parce que tu dis, oh, je fais freelance au départ et j'ai ouvert mon visa business, ça te coûte de l'argent de clôturer un business, donc tu vas perdre une partie de ce que tu as investi. En plus, je crois qu'ils ont augmenté la difficulté pour ouvrir un visa business au Japon. Là, maintenant, ça coûte plus cher, ou alors maintenant, c'est un employé obligatoire, ce qui n'était pas le cas avant, si tu payais je sais plus combien. Enfin, bref, c'est plus compliqué. Donc, être freelance et ouvrir un visa business, c'est pas le bon choix. Faire un visa business, c'est quand vous avez vraiment un business. Je sais pas, vous allez vouloir vendre une bento box, une candy box, une panty box, oui, bah oui. Je sais pas, voilà, vous voulez vendre un truc comme ça, vous avez un commerce, vous voulez faire du e-commerce ou un commerce tout court, même avec la France, là oui, vous pouvez ouvrir parce que c'est un business. Il va y avoir un vrai business, c'est pas du freelancing, vous pouvez revendre après votre business, si par exemple à un moment donné vous voulez arrêter, vous pouvez revendre votre fonds de commerce, votre business, et donc votre business aura un prix, aura des clients, etc. Quand vous êtes freelance, vous n'allez pas revendre vos clients. Il n'y a personne qui va vous dire, bah tiens, moi par exemple les clients que j'ai, je vais pas arriver avec quelqu'un, dire bah tiens, tu veux pas être guide et puis être machin, et puis ça coûte 20 000 euros. Bah non, personne va faire ça, ça va pas être possible. Donc du coup, le visa business, c'est pas vraiment une solution non plus, ça peut l'être. C'est à vos risques et périls, c'est-à-dire que c'est pas impossible, mais je le conseille pas spécialement. C'est vraiment dans des cas très très spécifiques, je pense, qu'on peut se faire un visa business pour venir bosser en freelance au Japon. Voilà. Encore une fois, c'est pas un truc que je conseille de ouf. Donc voilà, mais du coup, on a le visa business qui est pas possible, on a un visa freelance, mais qui est vraiment, il faut déjà avoir travaillé et fait du freelance au Japon. Donc si vous voulez venir avoir un visa, c'est compliqué. Donc du coup, pour avoir juste un visa juste freelance, c'est quand même miette. Je le rappelle, moi j'ai eu pendant 3 ans un visa de travail, puis maintenant un visa mariage. En aucun cas mon freelance me permet d'avoir un visa. Voilà, même maintenant, je peux pas dire je suis freelance, je vais avoir un visa. Non, si demain Natsu me quitte et on divorce, je peux pas garder de visa. Je peux pas dire oui mais regardez, ah si parce que, et non je sais même pas parce que je facture pas j'ai un doute sur le fait de facturer des entreprises japonaises. Peut-être que vu que je paye des taxes au Japon, et que peut-être que dans ce cas-là, je peux garder et ouvrir un visa freelance parce que j'aurais facturé tant dans l'année puis que j'aurais payé des impôts dessus. Mais il me semblait quand même qu'il fallait que tu aies facturé des clients japonais. Mais à vérifier. Moi, de mémoire, il fallait que... Mais peut-être que j'ai tort. De toute façon, encore une fois, je vous donne un exemple, je vous donne ce que je connais, mais faites vos recherches et coupez vos recherches. Surtout découpez, allez chercher à droite, à gauche. Ne vous basez pas que sur ChatGPT. Oh là, mon Dieu. Alors, je m'en sers beaucoup de ChatGPT. Je suis pas un anti-AI, mais il dit beaucoup de merde. 80, bon peut-être pas 90, mais 70% des trucs qui sortent, c'est de la merde. Il se trompe, il dit des conneries, c'est pas accurate, donc ne vous basez pas, parfois c'est bien, ça peut vous permettre de vous donner une idée ou de confirmer une idée, mais ne vous basez pas juste sur ChatGPT en disant alors si je vais venir au Japon, combien je vais payer en taxes, il peut vous dire des trucs vrais, mais il y a des grandes chances qu'il vous dise de la merde aussi. Donc il faut vraiment recouper à droite, à gauche, aller sur d'autres sites, demander à des gens qui sont dans la même cas de vous, etc. Allez faire des recherches. Si vous voulez un peu sécuriser votre projet, c'est vraiment un truc que je tiens à le mettre parce qu'il y a des gens parfois qui sont
quand même un peu béni oui-oui, qui préparent des projets, t'as envie de dire, mec, ça se travaille un peu, tu peux pas venir les mains dans les poches, et il y a des gens pour qui ça marche, voilà, parfois ça arrive, peut-être ça marchera pour toi, mais pour les trois quarts des autres personnes, bah, c'est du taf, c'est beaucoup de recherche, c'est des points dans la gueule en disant putain je peux pas faire ça, et ça non plus, eh bah, comment je vais faire? Et donc il faut aller chercher, trépatouiller, regarder, retenter, tenter d'autres choses, et c'est comme ça qu'on arrive à venir s'installer, mais sinon malheureusement c'est pas juste en claquant des doigts et que ça fonctionne. Il y a un business de digital nomade aussi, mais il est quand même compliqué, le truc de digital nomade. Et puis digital nomade, vous n'avez pas un visa Japon. C'est pas un visa qui vous permet, je crois que vous pouvez rester que 6 mois, il me semble, si je dis pas de bêtises, là aussi, hein, je mets des pincettes, je suis pas sûr. Donc bah du coup, c'est pas vraiment... C'est un autre visa. Alors, attention, vous pouvez venir en PVT, vous pouvez venir étudiant, vous pouvez chercher du travail. Moi, je vous parle du visa freelance. Après, il y a d'autres façons de venir au Japon, qui sont plus ou moins bancales, qui seront plus ou moins faits pour vous. Voilà, après, c'est à la guise de l'imaginaire, comme dirait l'autre. Donc voilà. Après, autre truc à garder en tête, hein, en tant que freelance, forcément, ça t'apportera les mêmes contraintes qu'en France. Alors, c'est plus compliqué, par exemple, de trouver un appartement. Là, pour vous donner un exemple, quand j'ai pris un appartement en tant que freelance, j'ai demandé au père japonais de ma femme, qui gagne très bien sa vie, d'être mon garant. Cependant, vu que je suis freelance, ça aurait été pareil hein, si j'avais été proprio d'abord. Hein. C'est pas juste lié au freelance, c'est le fait de ne pas être salarié. On m'a demandé de payer une société pour garantir ma garantie. Alors, c'est le truc qui rend un peu fou, hein. C'est comme le fameux cadeau propriétaire, parce qu'en gros, tu payes... si je paye pas mon proprio va se retourner auprès de mon garant, et mon garant, si mon garant paye pas, il se retournera auprès de la société de garant, le proprio. Mais bon, avant qu'on en arrive là, je veux dire, c'est quand même, je pense que les Japonais, alors ça doit arriver, hein, mais dans l'ensemble, ça va être un peu la honte sur la famille si tu payes pas, puis si ton garant, ton père paye pas pour toi, je pense que voilà, ça doit être la honte auprès des voisins, etc. Donc je pense que ça arrive rarement. Donc à mon avis, c'est quand même un beau business. Voilà, un beau business de... Hein, je pense que les mecs qui ont ces sociétés de garants, ça doit pas leur coûter très cher, ça doit bien être rentable. Voilà, parce que ça te coûte pas trop cher, hein, mais c'est de l'argent pour rien, quoi. Je veux dire, c'est de l'argent qu'ils encaissent et... Puis je suis sûr qu'on te met dehors très facilement. Hein. C'est vrai, tu vas pas rester 4 mois sans payer ton loyer, je pense. Hein. Donc, même s'ils ont à rembourser de temps en temps, je pense que dans l'ensemble, je pense que c'est quand même un bon business. J'aimerais bien savoir le business model et combien ils gagnent chaque année ces sociétés-là, parce qu'à mon avis, main dans les pages, tu sifflotes et puis tu vis ta petite vie tranquille quand tu as un business comme ça. Mais bref, voilà. Donc du coup, je vous dis, il y a des désavantages quand tu es freelance par rapport à être salarié. Et je suppose que quand tu fais un emprunt aussi, alors pareil, ça doit être un truc plus compliqué que si tu es salarié. Mais ça, j'ai pas vraiment expérimenté dans les deux cas, donc je pourrais pas vraiment vous en parler. Mais bon, t'as pas le permis, le résident, là, comment on appelle ça? Le visa résident, permanent résident. Et en plus, t'es freelance. Bon, je pense qu'on te regarde avec des yeux du genre oui, je sais pas si on va te prêter quand même, voilà. Alors que si t'es salarié et qu'en plus t'as le visa permanent, je pense que là, on te pose un petit peu moins de questions. Mais bref, ça y est, je suis libéré, délivré, je suis freelance. Bon, pas vraiment, hein, parce que vous l'avez compris, hein, je suis un faux freelance. Eh oui. Et grand menteur, bah oui, gros menteur, Nicolas. Parce que techniquement, je travaille à plein temps pour une société au Canada. Donc, j'ai mon profil qui se rapproche plus de celui d'un salarié. Hein. J'ai des horaires fixes, etc. Je suis à plein temps et donc je peux pas devenir riche comme Jésus, comme on dit. Ah oui, on dit Crésus, mais Crésus, c'est pareil. Riche comme Crésus. Non, je vais pas devenir riche comme lui parce que effectivement, je peux pas faire comme un freelanceur, on va dire un freelanceur habituel, qui va combiner les clients en organisant son temps, etc. Puis avoir des factures de freelancer finalement et pas des factures de salariés. J'ai donc les désavantages du salariat sans les avantages du freelance. Mais bon, j'ai un boulot fixe, j'ai pas de stress à me dire merde, j'ai pas de clients ce mois-ci, ça va être chaud, etc. C'est aussi un des avantages par contre de mon freelance, mon faux freelance à moi, quoi. Mais bon, tout ça n'était pas un choix, hein, juste une opportunité d'avoir un boulot avec un peu plus de liberté en mode nomade, puis maintenant de pouvoir vivre au Japon, donc on crache pas dessus. Sans ça, hein, j'aurais sûrement pas pu revenir, ne parlant pas japonais, trouver un visa travail à distance, ça aurait été quasi impossible. Je dis quasi parce que parfois il y a des cas, voilà, etc. On sait, hein, mais bien sûr. Mais bon, faut pas se leurrer, hein, ça court pas les rues, ce genre d'opportunité. Et j'aurais dû revenir en ouvrant soit un business visa, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais pas en freelance, en faisant vraiment un business. Je réfléchissais à des idées de business, mais j'aurais dû attendre quelques années pour mettre de côté, parce que ça coûte de l'argent. Ou alors en mode digital nomade, quelques mois dans l'année. Alors peut-être pas forcément avec le visa digital nomade, mais je serais peut-être venu 2 fois 3 mois en vacances. Voilà, des trucs comme ça. Mais là, on s'éloigne un peu du sujet. Du freelance. Et oui, vous l'avez vu, hein, c'est facile à ouvrir le freelance. Oui, on va essayer de trouver des génériques. Non, mais voilà, le freelance, c'est facile à ouvrir. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Et à gérer au jour le jour aussi, finalement, c'est assez simple. Il n'y a pas grand-chose, comme je vous l'ai dit, à faire.
Vous devez juste suivre votre comptabilité, mais comme en France, hein. Et pour ça, je vous en ai déjà parlé, j'en reparle, mais je saurais que trop vous conseiller le logiciel Free. Alors, il y en a peut-être d'autres, mais franchement, le Free, je le trouve vraiment super bien fait pour ça. Moi, je gère toute ma compta dessus, et c'est vraiment, c'est vraiment top. Enfin, je veux dire, il est bien fait. Et en plus, ils ont mis à jour leur app, enfin leur web app. Maintenant, je peux enfin traduire le contenu. Avant, je pouvais traduire le menu, mais je pouvais pas traduire le contenu de la page parce qu'ils utilisaient, sans rentrer dans les techniques, mais une genre d'iframe qui empêchait du coup Google Translate de traduire directement dans l'iframe. Et donc, du coup, c'était fastidieux parce que j'étais obligé de sortir mon téléphone, de prendre une photo, de traduire avec Google Translate, etc. Et bon, maintenant, j'ai plus besoin, je peux traduire directement dans Google Translate, dans Chrome, et donc du coup, je traduis tout et c'est quand même beaucoup plus simple pour gérer ma compta. Bon, par contre, vous attendez pas à une version anglaise, hein, je vous l'ai dit, hein, c'est tout en japonais, hein, faut pas déconner non plus, on est au Japon, mais vu qu'on peut traduire avec Chrome, voilà, vous installez un Google Translate sur Chrome, ça passe crème, puis vous avez ChatGPT qui peut vous aider, mais là aussi, attention, hein, moi ChatGPT me met pour la compta, mais il me dit souvent des conneries, il va me dire, Soufri, je connais très bien, tu fais ça, et tu fais ça, puis tu fais ça pour ta compta, tu le ranges là-dedans, c'est parfait, et quand tu regardes, en fait, ça n'existe pas du tout, le truc qui te dit d'utiliser, il n'y a pas du tout ces comptes-là, c'est pas du tout rangé là-dedans. Par contre, si tu utilises efficacement, tu lui montres des screenshots, il va te donner des idées, tu lui montres des screenshots en disant tiens, c'est ce truc-là qu'il faudrait que j'utilise, t'es sûr, machin, tu essayes de le challenger un peu, là au moins tu peux avoir une réponse plus ou moins sécure. Et après, tu essayes de vérifier, puis après, tu as ta logique à toi d'humain aussi, hein, on va pas mettre son cerveau en off. Donc avec tout ça, tu arrives à te débrouiller, puis la compta prend pas trop de temps. Franchement, ça passe. Et je sais plus s'il y a un mode gratos, à free, mais perso, moi, je payais le plus petit forfait, qui devait être aux alentours, alors j'ai plus les chiffres, mais je pense que c'était 1500 ou 1700 yens, un truc comme ça, je crois. Mais on peut payer soit au mois ou à l'année, et avec un discount forcément si vous payez à l'année. Donc moi au début je payais au mois, parce que je savais pas trop si j'allais rester longtemps au Japon, etc. au tout début, donc je me suis dit bon, on va payer chaque mois, puis tant pis, on verra bien, quoi. Puis je connaissais pas le logiciel, je me suis dit peut-être que j'en ai pas besoin, peut-être que blablabla. Parce que j'ai un ami, moi, qui fait sa compta sans passer par Free, par exemple, qui fait sa compta à l'ancienne, voilà, il fait la compta avec un fichier Excel et tout, vous pouvez aussi faire ça. Mais d'avoir un logiciel de compta, c'est quand même beaucoup plus simple, parce que lui, quand il me racontait comment il envoyait ses impôts, il me disait que c'était pas si compliqué que ça, mais bon, avec Free, pour moi, c'était quand même beaucoup plus simple, quoi. Puis on en était venu à discuter, à se dire, ouais, quand même, c'est vrai que ça a l'air quand même de faciliter la vie. Donc là, moi, je suis passé maintenant sur une option supérieure qui me coûte, je sais plus combien, mais je crois que maintenant, j'en suis pour 1700 yens par mois. Mais parce que j'ai pris le truc à l'année, parce que là, du coup, je sais que je vais facturer. Maintenant, ma facturation passe tout par Free. Donc, du coup, j'ai pris l'abonnement sur un an, ça me fait payer moins cher. Et en fait, j'ai fait ça parce que du coup, cette nouvel abonnement me permet de relier mes factures. C'est-à-dire que je peux télécharger toutes mes factures, ChatGPT par exemple, la facture que je paye pour ChatGPT, ma facture d'internet, ma facture, je sais pas, la facture de Canva, si j'utilise Canva, ça m'arrive d'utiliser Canva parfois, donc voilà, j'ai des logiciels professionnels, Adobe par exemple, j'ai Photoshop et Lightroom que je fais payer là-dessus. On peut faire passer des choses comme ça, et donc on peut lier la facture au paiement qui est demandé par Adobe et que vous avez payé, et donc vous pouvez lier la facture, comme ça niveau comptabilité c'est plus propre, si un jour vous avez un contrôle, vous pouvez faire vérifier les factures, etc. Et donc j'ai relié mon compte en banque aussi à Free, hein, comme ça, comme en France, hein, dans le genre d'app, vous pouvez relier votre compte pour avoir les entrées et les sorties d'argent, sans avoir à le faire manuellement, et franchement c'est plus simple. À savoir que vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte pro pour être freelance, hein, un compte bancaire, je veux dire un compte bancaire pro. J'entends, vous pouvez garder votre compte personnel que vous utilisez déjà tous les jours. Mais perso, je recommande pas, je préfère un compte spécifique, ça me permet de ne pas être pollué dans Free par toutes les dépenses perso du quotidien. Du coup, c'est plus facile à ranger, quoi. Je suis pas en train de me dire, attends, ça c'était les courses, ça c'était... Ah oui, non, c'est la facture de ChatGPT, ça c'est quoi déjà c'était un café, je sais plus. Voilà, au moins là, je sais que cette carte pro, j'utilise que pour les trucs pro. Donc toutes les sorties d'argent ou les entrées, a priori, il n'y a pas un ou deux trucs parfois qui sont un peu spécifiques, mais sinon... toutes mes entrées et mes sorties d'argent, elles sont dans ce compte pro, donc quand toutes les entrées sorties d'argent rentrent dans ma compta, et j'ai juste à dire ok, ça c'est ChatGPT, ok, ça c'est l'abonnement Adobe, ok, ça c'est la facture machin qui vient d'arriver. Je n'ai même pas besoin de dire que c'est la facture machin, parce que du coup, vu qu'il voit l'argent arriver et qu'elle correspond au montant d'une facture que j'ai rentrée dans Free, il le connecte automatiquement, et du coup j'ai rien à faire. En fait, j'ai même pas à dire tiens, c'est la facture de mon client, non, il le sait, et donc il close lui-même la facture, comme quoi la facture a été payée. Donc du coup, c'est vrai que ça a un côté un peu pratique, parce que c'est pas mélangé avec plein de choses. Donc du coup, moi je recommande quand même d'avoir un compte pro pour le recevoir ses paiements de ses factures, et puis même payer ses abonnements pro. Je trouve que c'est plus efficace, voilà, mais c'est pas une obligation. Voilà, c'est pas une obligation.
Et moi, bah, comme je vous le dis, hein, j'utilise ma carte pro pour payer mes abonnements pro, pour recevoir mes paiements, mais je me verse aussi un salaire hein, chaque mois via cette carte pro vers ma carte perso, en gros, vers mon compte perso. Ce salaire, il varie aussi suivant les taxes que j'ai à payer, parce qu'il y a des taxes que je vais payer en liquide et autres, donc je passe pas, et qui sont pas des taxes en fait professionnelles, mais qui sont des taxes, bah, comme je l'ai dit, la pension de retraite, l'assurance maladie, c'est pas considéré comme des taxes pro, donc du coup à la fin, on va pas me les faire payer, c'est pas le centre des impôts qui va me faire payer ça. Ça, je les paye en direct. Donc du coup, bah, je fais varier mon salaire suivant les taxes que j'ai à payer. Je me donne un peu plus d'argent parce que c'est compris dans les taxes, dans mon brut en quelque sorte. Donc voilà, bah, je rentre ma compta chaque mois, je passe une petite heure dessus, on va dire. Après, à vous de voir comment vous voulez vous organiser, hein. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez très bien vous passer d'un logiciel et faire ça manuellement, mais c'est un peu plus bancal et puis il faut être un peu plus organisé. Moi, j'envoie mes factures au Canada et en France uniquement. J'ai que 2 clients à facturer, donc mon logiciel Free me permet de faire ça facilement, hein. Je fais mes factures directement. Mes clients me payent en yens sur mon compte et je facture pas la TVA japonaise vu que je facture à l'étranger. Du coup, c'est assez simple à gérer, puis qu'il y a des accords, vous savez, de TVA, donc il faut se vérifier avec ça. Il y a des accords avec la France et le Canada, donc je n'ai pas besoin de facturer la TVA. Je vous ai parlé aussi du formulaire bleu, hein, le formulaire qui permet de faire ces déductions de taxes en gros. Vous pouvez déduire certains frais comme votre loyer de maison si vous travaillez à la maison, ou un loyer de bureau si vous payez un coworking par exemple. Il y a l'électricité que vous allez utiliser pour votre professionnel, l'eau, le téléphone, etc. Vous comprenez le concept. Moi par exemple, si demain j'achète une caméra, pour filmer, par exemple la caméra Osmo Pocket, je l'ai pas fait là, j'avoue, je suis bête, j'ai pas pensé, mais je pourrais le rajouter. Je pourrais dire que c'est pour mon activité professionnelle, que c'est pour mon activité de guide, pour faire la promotion du guide, et donc ils vont pas me rembourser ça, hein, bien sûr, mais je peux faire baisser les taxes. Je peux récupérer la TVA et je peux faire baisser les taxes. C'est-à-dire qu'il y a une petite partie, c'est pas énorme, mais si vous cumulez comme ça dans l'année, bah, du coup vous pouvez faire baisser vos taxes. Et au Japon ça se fait beaucoup, mais on en reparlera un petit peu après. Et pour ça, bah, il suffit de les rentrer dans Free, faire de la compta, quoi, tout simplement. Et bien sûr, vous ne pouvez pas tout déduire, hein. Techniquement, vous choisissez un pourcentage d'utilisation. Et si vous n'abusez pas et que vous ne faites pas un CA énorme, vous risquez a priori pas de contrôle, de ce que j'ai compris. En moyenne, moi je mets la moitié, ça dépend. Mais en gros, je mets entre 40 et 60% de mon loyer, de mon électricité, internet, etc. Ça va dépendre un peu de votre utilisation, mais je sais qu'il y a des gens qui trichotent un peu et qui vont aller beaucoup plus et qui vont dire 80%. Et dans l'ensemble, ça passe, voilà. Mais bon, moi je veux pas trop jouer au con, hein. Je me rappelle que je suis un étranger au Japon, je veux pas avoir d'emmerde, donc j'essaye de faire le plus réglo possible, parce que bah, j'utilise l'électricité chez moi pour le boulot, j'utilise le chauffage le soir, moi je travaille la nuit, là, je mets la clim pendant toute la nuit, ma femme elle a une utilisation normale de l'appartement, donc forcément mon appartement, bah, il y a une grosse partie qui me sert de bureau, hein, où je travaille pendant toute la nuit dans le bureau, donc bah, j'ai de l'électricité, internet, bah, il me sert aussi en grande partie pour le travail. Donc voilà, je l'ai pas encore fait. Je verrai cette année combien je vais vraiment gagner, parce que là j'ai commencé à préparer les déductions, mais je verrai sûrement bah là, en fin de l'année, là ça fera 6 mois, donc je verrai ce que ça me rapporte, mais je crois que j'avais calculé, c'est pas non plus gigantesque, hein, c'est pas non plus gigantesque, c'est un petit billet, mais tu gagnes pas 2000 euros, 3000 euros, 4000 euros de taxes en moins à payer en la fin d'année, hein, c'est pas de ce niveau là non plus, quoi. Donc voilà, tu peux mettre, bah, je vais dire, tout ce que tu peux déduire, tout ce que tu utilises de façon professionnelle, tu peux le déduire. Bon, après, les parties de Mario Kart en ligne, hein, ça compte pas. Sauf si tu fais de l'e-sport, voilà, que c'est ton boulot de freelance, mais, ou si c'est pour divertir tes clients. Parce que oui, au Japon, il est pas rare aussi, bah, pour les boîtes, hein, d'avoir des grosses sommes là-dedans, dans ces dépenses. C'est très connu au Japon, genre par exemple pour le golf, tu emmènes tes clients au golf, tu vas au karaoké, tu leur payes des restos, tu leur payes des machins et tout, etc. Donc ils ont souvent beaucoup, la partie déduction au Japon est quand même très très grosse dans les boîtes, hein. Donc pendant toute l'année, bah, on s'occupe de ça, et en février-mars, bah, on fait sa déclaration d'impôt, et tout ça se fait sur Free, comme vous l'avez, hein, si vous avez Free, sinon à l'ancienne, encore une fois, on peut envoyer des papiers, hein, tout simplement, au centre des impôts. Mais encore une fois, hein, je vous le dis, hein, je le répète, mais moi je conseille Free parce que c'est quand même beaucoup plus simple. Puis c'est clair, ils ont un genre de step questionnaire en fin d'année à étapes qu'on remplit et qu'on peut bah, laisser pour plus tard. S'il y a une question qu'on n'est pas sûr, on hésite. C'est clair, efficace, ça va vous demander si vous avez des personnes à charge, si vous avez une assurance premium, blablabla, si vous avez été salarié, oui, non, rentrez les informations pour calculer les taxes. Et il va envoyer votre compta directement, et même vous dire combien vous allez a priori devoir payer d'argent, voilà, ou pas. Moi, les années précédentes, comme je l'ai dit, par exemple, je devais rien, parce que je facturais pas grand-chose en tant que freelance, et que je payais déjà assez de taxes a priori, et puis que ça faisait pas bouger l'écart, en gros, de ce que je devais payer, quoi. Mais là, cette année, ça va pas être la même, hein, forcément, parce que bah, du coup, bah, pendant 6 mois, 7 mois, je vais avoir payé
Bah, justement, je paye pas de taxes en fait. Comme je vous dis, c'est pas l'URSSAF où on paye tous les mois. Là, ça va être sur un one shot, donc il faut bien penser. Ça, c'est important aussi quand vous allez versez-vous un salaire. Faites vos calculs de combien ça va vous coûter à peu près vos taxes et calculez haut, voilà, pour être sûr d'avoir de la marge et versez-vous un salaire. Parce que si vous prenez votre, par exemple, c'est ça l'avantage d'avoir un compte pro. Si vous recevez tout votre argent sur un compte perso, vous avez peut-être oublié que je sais pas, mais admettons votre salaire c'est 700 000 yens, puis vous allez vous dire, enfin vous facturez 700 000 yens, puis vous dire ah bah c'est cool, j'ai dépensé 600 000 là ce mois-ci. Oui bonhomme, mais sauf que tu as oublié, il y a à peu près au moins 30% des 700 000 qui vont aller dans des taxes. Donc bah si tu as dépensé 600 000 en perso, t'as pas assez après pour payer tes taxes en fin d'année. Puis ça, en fait, tu le sais pas tout de suite, parce que du coup, c'est pas tous les mois, ça va être en fin d'année où il va falloir que tu payes ta taxe. Alors, il y a des taxes qu'on paye au fur et à mesure, mais les taxes pro vont se payer en fin d'année, enfin en mois de mars. Et là, du coup, tu vas être pris un peu au dépourvu. Alors que si tu t'envoies l'argent sur un compte pro, que tu en gardes tous les mois sur ton compte pro, puis que tu envoies une partie qui est ton salaire, là, au moins, voilà, tu vois déjà ton compte pro augmenter, tu sais que tout est géré là-dessus, et puis quand tu devras payer, tu as de l'argent, tu as une réserve pour payer tes taxes. C'est important, et un truc bête, hein, mais vu que c'est pas mensuel comme en France. Après, en France, je pense que tu pouvais t'annualiser aussi, il me semble, je suis pas sûr. Et je suppose qu'ici, tu dois pouvoir te mensualiser aussi. Mais moi, en tout cas, pour l'instant, voilà, on me l'a pas demandé, on m'a rien proposé. Hein. Je veux dire, j'ai juste, pour l'instant, je facture. Et je pense que voilà, c'est quand je vais envoyer au freelance que je vais envoyer le truc, ils vont me dire ah bah tiens, tu dois payer tout ça ce mois-ci, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe l'année dernière? Tu n'avais rien branlé, puis là tu as fait plein de thunes. Qu'est-ce qui s'est passé, mon petit bonhomme? À voir que tu payes maintenant. Donc, mais je pense que tu peux voir avec eux pour mensualiser. Après, c'est comme tout. Hein. Je suis pas allé dans les détails, mais en tout cas, pensez à garder un peu d'argent de côté. Et un autre truc à pas oublier, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est qu'il faut tout de même relier son compte Free à son compte de bureau des taxes. Normalement, votre My Number, le carte d'identité, et l'app qui va avec, va vous permettre de faire ça. Mais la première fois, moi, j'avais une super galère parce qu'en fait, ces cons-là, on va utiliser le mot con, hein, ils coupent les serveurs du centre des impôts et le disent pas. Du coup, tu te retrouves avec un message d'erreur quand tu essayes de te connecter, de loguer les deux, quoi. Puis en plus, c'est hyper compliqué parce qu'à chaque fois, il faut mettre sa carte My Number, la scanner avec son téléphone. Dès que tu fais sur une nouvelle page, il faut scanner. Enfin, l'internet du futur, le Japon du futur comme on l'aime. Et du coup, ces cons-là, ils te disent pas, donc ils te mettent juste un message d'erreur pour dire ça va pas marcher. Tu fais ah bah merde et tout. Alors toi tu sais pas, tu te dis peut-être que c'est à cause de mon double prénom, il y a un problème, machin et tout. En fait pas du tout. C'est juste que le lundi, ils sont en maintenance. Puis il y a des jours comme ça où il y a Michel, il part le week-end et il dit parce que les week-ends aussi, hein, tu peux pas faire ça. Donc le week-end, Michel il a fini Juichi, pardon. Il a fini son boulot et puis il dit je vais rentrer, je vais voir mes goumis, on va se faire un petit week-end sympa, on va manger des takoyaki. Allez, j'éteins le PC, puis j'éteins le serveur aussi parce que ça a de l'électricité. Bah non, éteins pas le serveur, mec, c'est là que les gens se connectent. Bah non. Donc ils éteignent le serveur et donc tu ne peux pas te connecter. Voilà, tu ne peux pas aller voir tes impôts quand ils éteignent le serveur. Et ils font des maintenances souvent ici. Hein. Les banques, franchement, régulièrement, il y a des jours, c'est des plages horaires, genre une journée, tu ne peux pas retirer dans les DAB ou tu ne peux pas accéder à ton compte bancaire. Ça c'est rare d'accéder à un compte bancaire, mais c'est déjà arrivé parce que les mecs font des maintenances. J'ai jamais vu ça en France que tu puisses pas aller retirer de l'argent dans une banque parce que le DAB est en maintenance. Alors peut-être qu'il y a un DAB qui marche pas, tu vois, mais tu vas dans un autre DAB, tu pourras retirer de l'argent. Alors les mecs ils te font ah non, on peut pas. En fait, tu peux pas retirer d'argent le jeudi de 3h à 4h parce qu'en fait on éteint le serveur. What? C'est le Japon quoi. C'est des trucs vraiment très très chelous. Mais bref, il m'avait fait perdre un temps fou, parce que je savais pas pourquoi ça marchait pas, je pensais que c'était à cause de mon deuxième prénom et tout. Et en cherchant sur internet, on a vu des japonais gueuler en disant putain, mais en fait c'est parce qu'ils ferment et tout. Et c'est comme ça que j'ai pu savoir. Et je me suis dit putain, mais si j'avais su, ça m'aurait pris 5 minutes. Et effectivement, le lendemain, je l'ai refait. Et là, ça m'a pris 5 secondes pour connecter mon compte. Et tu te dis, j'ai dû perdre 2 heures à me prendre la tête, à sûrement m'engueuler un peu avec ma femme qui ne devait pas comprendre. Et voilà. Bref, tu te dis super, merci le centre des impôts, merci Juichi qui éteint les serveurs ou qui font des maintenances pendant toute la journée. Et qui fasse une maintenance, j'ai rien contre, mais juste un message, le serveur est en maintenance, revenez demain. Pas juste, ça marchait pas. Ah, non, mais un message clair. Mais bon, le Japon, le pays du futur, hein, vous le savez. Mais bon, ensuite, les années suivantes, hein, ça allait très vite pour faire ma déclaration d'impôt. On verra cette année où je vais encore avoir la double déclaration, il va falloir que je déclare parce que pendant 5 mois j'ai été salarié. Et en ayant un peu plus de freelance aussi, hein, et puis surtout à gérer le formulaire bleu que je ne faisais pas avant, parce que là je vais déduire pas mal de trucs, hein. Je vais déduire mon électricité, chose qu'avant je faisais pas parce que je facturais pas beaucoup, mais là je vais déduire l'électricité, internet, ChatGPT, les abonnements comme ça, puis je vous dis là peut-être que ma caméra je vais la passer là-dedans, même si c'est pas vraiment fait pour ça, si on va dire que ça me fait un peu connaître aussi mes vidéos, donc ça peut peut-être me rapporter des touristes un jour si je fais du tourisme, donc bon, c'est un peu triché, mais bon, ça passe, puis c'est pas, de toute façon ça va pas être des grosses sommes, hein. Donc voilà, il va falloir que je m'occupe de ça, donc là ça va être un peu la découverte, et vous aurez sûrement un épisode à ce moment-là. Et je dis chaque mois, mais n'oubliez pas, certaines taxes sont payées mensuellement, voilà, parce que j'ai dit que c'était chaque année qu'il fallait faire ça, là, mais il y a des taxes qui sont à payer mensuellement.
et d'autres qui vont être annuellement. La pension de retraite et l'assurance maladie sont à payer chaque mois. La taxe de la ville, je pense que c'est chaque trimestre, je crois. Et la taxe de la ville, c'est pas donné au Japon, hein. Ça peut être entre 4 et 10% de, de ce que vous réalisez, de ce que vous facturez, votre chiffre d'affaires. Donc ça fait quand même un peu mal, ou de votre salaire, parce que ça, c'est pas qu'en tant que freelance, hein, c'est un salaire aussi. Et ensuite, vous avez les taxes tout court, hein, je sais pas comment on les appelle, mais on va appeler ça les taxes professionnelles, qu'il va falloir payer après marge. Je sais même pas exactement quand on les paye, parce que du coup, pour l'instant, je l'ai jamais vraiment payé. Mais en tout cas, je sais que je vais les déclarer en marge, donc il faudra sûrement que je les paye après, et qui seront sûrement à payer en one shot. Mais là aussi, je pense que si j'ai besoin, ou que je leur dis est-ce qu'on peut pas se mensualiser parce que c'est un peu chaud et tout, etc. Je pense qu'il y a un moyen, mais bon, moi, le payer en one shot, ça me plaît bien parce que je suis quand même c'est quelqu'un d'organisé, donc je pense que je vais faire ça comme ça. Mais bon, j'avoue, je me suis pas trop renseigné là-dessus. Et bref, parce que ça commence à être un petit peu long, je veux pas que l'épisode il fasse 2 heures non plus. Hein. En conclusion, moi je trouve que la gestion du freelance est quand même moins contraignante en France. Parce que je me souviens, chaque mois aller sur le site de l'URSSAF, avoir des trucs qui marchent pas, le site qui bug, des changements de règles, de lois qui changeaient sans arrêt là, à chaque fois, puis qui faisaient tout foirer. Il y avait aussi l'ouverture, je me rappelle, de mon freelance, parce qu'à chaque fois on dit vous allez ouvrir un auto-entrepreneur, c'est très simple. Moi je me rappelle que ça avait pas été simple, ça avait pris du temps, puis j'avais toujours eu des merdes, mais vraiment compliqué quoi. J'avais dû appeler, machin, il y avait des trucs qui marchaient pas, qui étaient bloqués. Une fois j'avais dû rouvrir mon freelance, enfin mon auto-entrepreneur, et je pouvais pas parce que je l'avais fermé, mais il avait pas vraiment fermé, en fait ça avait bugué, et donc du coup il me disait non, tu peux pas rouvrir parce que t'as un compte, mais il fallait que je garde le même compte. Enfin bref, vous connaissez ces histoires là quoi. Puis quand il fallait choisir son activité aussi, c'était super compliqué de rentrer dans la bonne case. Alors je sais qu'il y a des gens qui s'en foutent, ils prennent n'importe quoi, puis ils disent ça allait vite. Bah oui, mais ils ont rempli n'importe quoi. Mais si tu regardais bien et que tu faisais attention à ce que tu voulais, pareil, je crois qu'il y avait un régime fiscal qui était plus ou moins intéressant. Si tu cochais n'importe quoi, tu prenais un truc sans vraiment savoir. Donc oui, ça va vite. Mais si tu veux un peu savoir ce que tu fais, ça prenait du temps. Puis là, j'avoue, franchement, niveau simplicité, c'est quand même beaucoup plus tranquille. Il n'y a pas tout ça à faire, quoi. Là, c'était limite trop simple, là, à en faire flipper. Du coup, c'est vraiment. Au début, j'ai flippé en me disant, mais non, mais il a pas ouvert mon freelance, là, il s'est rien passé. Puis tu sais, je m'attendais à recevoir un courrier, puis je fais, mais il y a rien et tout. Alors, je cherchais sur internet, je fais, non, ça a l'air d'être normal, mais j'ai pas de numéro, du coup, je mets quoi comme numéro? Enfin, tu sais, genre, comment on sait que je suis freelance, en fait? Donc voilà, c'était quand même, il y avait un petit flip là-dessus. Et niveau taxes et compagnie, je vois pas vraiment d'avantage par contre par rapport à la France. Hein. C'est quand même assez kiff-kiff. Je pense qu'il y a sûrement une différence légère au niveau de combien on a imposé. Mais vous voyez pas un Eldorado au Japon. Hein. Venez pas en Japon dire oui, la France, on paye les taxes, Macron, démission, Taubira, démission. On paye trop de taxes en France. Le monde, c'est meilleur. Ah, parce qu'en France, au Japon, tu payes beaucoup de taxes aussi. Hein. Là, je vous dis, moi, mon chiffre d'affaires, ça doit être à peu près, je pense, environ 33% de mon chiffre d'affaires dans ces eaux-là qui est pris. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, hein, en tant que freelance, je paye les charges salariales en quelque sorte, les charges patronales en quelque sorte, même si ça ne s'appelle pas les charges patronales, mais voilà. Donc voilà, je paye les deux. Je n'ai pas juste comme un salarié où tu as ton brut. Y a beaucoup de gens qui l'oublient ça, mais vous savez que votre entreprise vous paye beaucoup plus cher que votre brut. C'est-à-dire, je vais dire n'importe quoi, mais si votre brut est à 4000, que vous, votre net est à 2005, votre entreprise, elle ne paye pas 4000 pour vous. Votre entreprise, elle va payer 7000. Donc en fait, votre entreprise, elle sort 7000 euros tous les mois, et vous, à la fin, vous avez, je vous ai dit 2005, je sais plus comment j'ai dit, 2005. Mais pour vous, dans votre tête, votre brut, c'est 4000. Donc votre salaire, c'est 4000. Alors qu'en fait, non, ce que vous coûtez à la boîte, c'est 7000. Parce qu'il y a les taxes pro en plus derrière, qui coûtent très cher. Moi, par exemple, quand j'étais en portage salarial, c'était ça en fait. Moi, en gros, je me coûtais 7000. C'est pas mon salaire, mais vous avez compris l'idée. Je me coûtais 7000. Donc, ok, je facturais 7000. Alors, tu vois, je facture beaucoup, mais à la fin, j'avais pas 4000. Non, j'avais 2500. Parce qu'il faut enlever toutes les taxes pro, les taxes salariales, parce que j'étais comme un professionnel. Donc, il faut garder ça en tête aussi, que le Japon, ça va pas être l'Eldorado. Peut-être que c'est un chouïa mieux en termes de taxes, peut-être un chouïa mieux, mais c'est pas non plus foufou. Hein. La taxe de la ville, il y a pas mal de trucs. C'est quand même. Moi, je trouve qu'en taxe, j'ai pas vu une différence extraordinaire par rapport à la France. Alors peut-être qu'après, sur le patrimoine, vous avez des tableaux de Sainte-Geneviève, Grandview, je sais pas, vous avez un appartement à la Baule, etc. Alors, peut-être que là, oui, ça vaut le coup, parce qu'au Japon, avoir un appartement à Kamakura, peut-être que ça peut être défiscalisé mieux. Je n'en sais rien. Moi, je ne suis pas riche, donc je peux pas vous donner ces trucs-là. Mais en tant que salarié basique et en tant que freelance basique, j'ai pas vu une énorme différence en termes d'imposition. Voilà, franchement, c'est à peu près la même chose. Après, on a des services à peu près équivalents aussi. Hein. La santé, je suis à 75 ou 80%, je crois, entre 70 et 80% pour rembourser. Donc c'est un peu comme en France. Donc voilà, c'est un peu kiff-kiff et bourricot. Venez pas au Japon. Honnêtement, si vous venez au Japon pour faire fortune,
Soit vous venez parce que vous avez une super idée, vous allez faire fortune, bah ça ok, why not, bah, c'est lié au Japon, etc. Mais si vous venez en vous disant ouais, la France, machin, Macron, trop, on nous serre les vis, c'est horrible, machin, ah mon dieu, pétition, au Japon, au moins je serai libre. Vous n'allez pas être libre du tout au Japon, hein. Enfin vous n'allez pas faire fortune au Japon, hein, clairement. En tant que salarié ou autre. Après, il y a des boulots, vous serez mieux payé parce que vous êtes expat et que vous allez avoir des compétences, vous allez parler anglais, ils parlent pas anglais, vous allez parler anglais et français, oh mon dieu, au chalet, ça va être super, donc vous allez pouvoir aider une boîte, peut-être. Mais en termes de salarié lambda, vous y gagnez pas grand chose, hein. C'est pas là. Il y a d'autres Eldorado dans le monde, je pense, que de venir au Japon. Je pense qu'il vaut mieux peut-être, et encore j'y connais rien, mais je pense qu'il vaut mieux aller à Singapour ou Hong Kong par exemple. Je pense que vous paierez moins de taxes. Voilà, vous pourrez faire un peu plus les margoulins et payer moins de taxes. Mais ici, pas vraiment. Encore une fois, hein, on met des pincettes, il y a plein de cas différents. Oui, il y a des mecs qui vont peut-être venir au Japon et ils vont avoir une vie qui va être décuplée parce qu'ils auront un meilleur salaire. Mais c'est possible. Mais je vous dis, en termes de taxes, il n'y a pas une différence. J'ai pas l'impression qu'il y ait une différence de ouf en tout cas. Après, voilà, encore, hein, mon expérience est quand même très très jeune en tant que freelance. Les 2 premières années, je facturais des petites sommes et mes impôts étaient prélevés sur mon salaire, c'était simple. Là, c'est la première année, et encore pas vraiment complète, hein, de freelance, que je vais faire en mars, que je vais pouvoir vraiment voir ce que ça donne en mars. Et là, je vais déjà avoir une petite idée un peu plus claire de combien ça me coûte, même si j'ai fait des calculs, etc. Mais bon, là, ça sera un petit peu plus clair pour moi de bah voilà, combien ça me coûte, et puis bah, est-ce que l'enfer de déclarer en full freelance avec le formulaire bleu, bah ça je sais pas non plus, parce que pour l'instant ça allait, mais peut-être que ça va être plus compliqué maintenant quand je vais devoir tout déclarer, même si cette année ça va pas être encore le cas, je vais pas tout déclarer, encore une partie qui va être déclarée en tant que salarié. Et je vous conseille aussi de consulter en français un blog, le blog de Jude à Hiroshima, qui est une fille qui habite là depuis super longtemps au Japon, ça fait plus de 10 ans, qui explique sa vie de freelance en détail. J'avais aussi appris quelques trucs via son blog, et puis je lui ai posé aussi 2-3 questions. Après, elle n'allait pas la harceler, hein, parce qu'elle n'est pas là pour ça, c'est pas son boulot. Mais j'avais gentiment posé une question une fois sur la comptabilité, parce qu'il y a un truc que j'étais pas sûr, et elle m'a répondu gentiment. Mais son blog déjà a pas mal d'infos, donc bah, alors ça parle pas que de ça, hein, c'est pas un blog sur comment être freelance au Japon, mais il y a 1 ou 2 articles, parce qu'elle a été salariée, puis après elle a ouvert son freelance, puis elle est freelance depuis pas mal d'années maintenant. Donc voilà, vous pouvez récupérer des infos, puis je suppose que c'est pas la seule, il y a aussi des anglophones qui font des blogs. Moi j'avais trouvé un site pour calculer aussi combien on payait de taxes, alors pareil, il faut pas se dire ah il a dit ça c'est bon. Il faut mettre ça, c'est des pincettes, c'est des fourchettes, puis il y a des situations un peu spécifiques, etc. Donc faut pas prendre tous les trucs au pied de la lettre. Vous pouvez aussi vous aider de ChatGPT, hein, mais encore une fois, prenez pas au pied de la lettre tout ce qu'il dit, vous le savez, hein, il peut dire beaucoup de conneries. Mais voilà, vous avez quand même des outils. Moi, je vous ai donné une petite base, et après, bah, il faut aller faire vos recherches. Vous avez des outils qui peuvent vous permettre justement de mieux appréhender le freelance au Japon. Peut-être que ça sera votre cas, peut-être que vous allez commencer en tant que salarié, puis faire du freelance, peut-être que vous allez vous marier avec Juichi ou Megumi, puis vous dire, bah tiens, j'ai pas envie de travailler pour une entreprise japonaise, et puis je suis graphiste, je suis pas quoi, traducteur, et puis je pourrais travailler de la maison, faire du freelancing avec la France, parce qu'on peut faire du freelancing avec l'étranger, hein. Jude à Hiroshima, par exemple, je sais qu'elle a des clients japonais, mais elle a des clients français, des clients australiens, des clients aux US, elle a des clients un peu partout, c'est pas un problème, on peut facturer partout dans le monde. Après, ça fait parfois des petites complications comptables parce qu'il n'y a pas des accords tout le temps. Mais voilà, il faut faire ses recherches, puis après, voilà, c'est un boulot de freelance. Mais c'est faisable. Donc, pour ceux qui seraient dans cette optique-là de dire, ah tiens, bah, je suis marié à ma femme, et puis on va venir s'installer au Japon, je suis marié à mon mari, puis on va aller s'installer au Japon, j'ai décidé de faire des créateurs de je sais pas quoi, je veux pas créer ma boîte, mais je veux faire du freelance pour commencer, un peu tranquille. Sachez que le freelance, c'est tranquille. Et c'est vraiment perçu, j'ai l'impression, ici au Japon, comme une petite activité. C'est-à-dire que c'est pour... on va résumer, mais le freelance, jusqu'à un certain... Parce qu'en fait, il y a un certain palier à pas trop dépasser. Une fois que tu dépasses ce palier, je crois que ça commence à être moins intéressant. Mais tant que tu dépasses pas un certain palier, qui est quand même assez haut, hein, c'est un chiffre d'affaires qu'il faut quand même... Moi, par exemple, avec mon salaire, un salaire qui est correct, hein, je le dépasse pas, hein, de loin. Voilà, donc il faut quand même y aller quoi, pour dépasser ce palier. Je crois que c'est peut-être 16 millions de yens, un truc comme ça, mais je vous dis des conneries, hein, prenez pas, parce que je me souviens plus du tout du chiffre, mais je pense que c'est dans ces eaux-là, c'est dans les 16 millions de yens, qui doit faire... 16 millions de yens, ça doit faire quoi ? 100 000 euros de chiffre d'affaires, un truc dans le genre, à peu près, dans ces eaux-là, quoi. Donc voilà, faut quand même les faire, les 100 000 euros de chiffre d'affaires. Là, on commence à être un peu bon. Il y a des freelances qui le font, hein, mais genre, ça a un chiffre d'affaires qui est réalisable, mais ça commence à être un bon chiffre d'affaires. Donc si vous faites moins et que vous faites un salaire à peu près normal, correct, bah là, par contre, vous n'allez pas avoir trop d'emmerdes. Et je vous dis, le freelance, c'est plus vu ici, bah, un peu comme était vu l'auto-entrepreneur en France au démarrage, qui était plus ça après, mais qui était genre... Juichi ou Megumi qui ont une petite activité, qui fait prof de yoga pour ses amis, son mari travaille et puis là elle s'ennuie donc elle fait prof de yoga, elle facture 3 séances dans l'année, voilà, c'est une petite activité, une petite rentrée d'argent, voilà, c'est le truc, tu le fais pas au blague, tu le fais quand même correct,
Mais c'est pas fait pour. Dès que ça commence à devenir un gros business, ce freelance, je crois, est un peu moins rentable. Et là, dans ce cas-là, il faut mieux créer une société. Et peut-être que ça m'arrivera un jour de créer une société au Japon. Et dans ce cas-là, je vous ferai un épisode spécial. Là, c'est pas un business visa, donc vous n'avez pas besoin de mettre les 38 000 euros, 40 000 euros, embaucher un japonais et tout. Là, c'est beaucoup plus simple de créer sa société. Mais bon, ça demande une comptabilité qui est différente, je suppose. Mais j'avoue, je me suis pas posé la question. Peut-être que je devrais regarder, parce que peut-être ça vaudrait peut-être plus la peine de créer une boîte, même en tant que freelance. Oui, merci. Vous m'avez peut-être fait. Je regarderai ça. Alors, c'est pas urgent. Mais peut-être que ça vaut plus le coup de pas être freelance et d'avoir sa société plutôt que d'être freelance. Mais bon, honnêtement, je pense que vu les revenus que je fais, je pense que pour l'instant, le freelance, ça convient largement. Et voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Désolé, c'était un petit peu long. Mais on a fait un petit épisode spécial pour nos amis les freelances, ou ceux qui veulent devenir. J'espère que ça vous, pour les curieux. J'espère que ça vous aura intéressé. Et puis moi, je vais m'arrêter là. Je vais faire une petite pause et boire un coup, parce que je commence à avoir un peu chaud là. Il fait encore moite chez moi là, malgré que la clim tourne. Et je vais me poser 2 minutes, je vais envoyer le petit vlog sur Patreon pour les abonnés Patreon, ils auront ça tout de suite après. Et sur ce, même avant, parce que du coup ils vont avoir le podcast, ils l'auront vu avant le podcast. Mais sur ce, qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là? Ciao, bye bye, matane. 誰かの環境を恥ずかしがらずいつでも健康でいるのが理想悲しい